Ils nous ont buté 2 rois de France. Ah ouais. Henri III, Henri IV. C'est les services secrets espagnols directement. Tiens, même Bonaparte a écrit une pièce de théâtre quand il était jeune. Une pièce de théâtre qui, paraît-il, d'après ceux qui l'ont lu, est pas mal d'ailleurs. Ouais, mais regarde Macron, il est boxeur, il est aviateur, il est épidémiologiste. Tout va dans le sens d'une destruction de ce qui est clair et net. Eh bien, tu sais que dans les maîtres du jeu célèbre, qui a masterisé du Donjon et Dragon pendant, je crois, plus de 15 ans, Vas-y. Lionel Jospin. Non. À ma connaissance, il n'y a pas de mammifères qui ont un pelage bleu. Il y a quelques poissons, quelques oiseaux. Quelques SJW. Non, arrêtez de les appeler des élites. Vous leur faites trop d'honneur. C'est des merdes. Ils sont cons, ils sont bêtes. Ils sont à moitié psychopathes. Et il n'y a pas de votre honneur pour un juge. C'est monsieur le juge. Ou madame. Ou madame le juge, ouais. Madame là. La juge, ouais. C'est vrai que maintenant, faut faire gaffe. Te fais pas condamner, hein. Ouais. Tu me trouveras les points communs, même aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas toujours facile, entre un Lillois et un Marseillais. L'islam. Oui, c'est ça, ouais. excusez-moi. On la coupera. Et je suis pas forcément ceci ou cela. Ça, à la limite, ça vient de façon secondaire. Je suis, point. Tu vois, c'est ça, d'abord et avant tout, la puissance. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, je reçois à nouveau un invité que vous avez été très nombreux à désirer revoir, si on en croit l'espace commentaire. Bonjour Laurent Henninger. Bonjour Grégory Tabibian. Comment tu vas ? Ça va, on fait aller. Alors, est-ce que pour ceux qui auraient manqué la première, tu pourrais rapidement te présenter ? Oui, Laurent Henninger, que dire, 63 ans, et toutes ses dents, historien, indépendant, on va dire, puisque je suis un petit peu hors des circuits mainstream. Voilà, spécialiste d'histoire militaire à l'origine. Mais comme on va le voir cette fois-ci, j'ai une façon d'envisager l'histoire militaire qui me fait très souvent déborder largement de l'histoire militaire. Et que dire d'autre, passionné par la Renaissance, ça aussi on va en parler. Probablement. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de plein de sujets. On avait parlé de Zemmour, on avait parlé de Vichy, on avait parlé pas mal de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. On avait parlé aussi sur le plan un peu tactique et militaire. On avait abordé aussi un peu d'autres sujets. Mais là, il y a un sujet qu'on n'avait pas véritablement abordé et qui est un sujet qui, probablement, ne vous dira pas grand-chose puisque tu en es un peu le théoricien, on va dire. C'est cette notion que tu développes, cette grille de lecture du monde d'espace fluide et d'espace solide. Oui. Qui est une grille que tu proposes d'interprétation. Voilà, c'est une grille d'interprétation que je propose, qui pour l'instant, ça fait quand même quelques années que je suis dessus, mais c'est un travail absolument gigantesque et sur lequel je ne peux avancer qu'à une vitesse d'escargot, parce qu'en fait, j'ai aussi beaucoup d'autres choses à faire. Je peux pas non plus me concentrer totalement là-dessus. Hélas, hélas non, parce que les autres sujets sont intéressants aussi, donc bon. Mais c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à réfléchir il y a une dizaine d'années, facile, de façon complètement, je dirais, incidente. D'une part, j'avais lu le bouquin d'un ami qui est le philosophe Philippe Forget. Je l'avais lu dans les années 90, fin 90, et un bouquin qu'il a coécrit avec un autre auteur qui s'appelle Gilles Polycarpe, qui est paru chez Economica et qui s'appelle Le réseau et l'infini. Le titre est un jeu de mots avec le bouquin d'Arthur Koestler, Le zéro et l'infini, bien sûr. Et j'avais déjà commencé donc avoir une réflexion sur les questions de réseau, et déjà ça me trottait par la tête pas mal. Ensuite, je travaillais à l'époque au ministère de la Défense, dans un centre de recherche, et j'avais été invité par des gens de l'état-major de l'armée de l'air. Une petite cellule informelle s'était créée à l'époque, il y avait des généraux, des officiers supérieurs et tout ça, et qui réfléchissaient sur
sur l'armée de l'air, le pourquoi de l'armée de l'air. Parce qu'il y a des questions métaphysiques autour de l'existence de l'armée de l'air. Ils avaient une sorte de crise existentielle, parce que chaque année, au moment du crise de la soixantaine, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Au moment enfin là, c'était la crise de la soixante-dizaine. La soixante-dizaine. Ouais. Mais parce qu'ils ont été créés en 1933. Mais ils avaient des questions existentielles, on va dire, plus que métaphysiques, des questions existentielles, parce que tous les ans, ils doivent se battre au moment du vote du budget de la défense au Parlement. Ils doivent se battre contre leurs deux concurrents, l'armée de terre et la marine. Et les budgets de l'armée de l'air, c'est comme les budgets de la marine, c'est des budgets avec des matériels qui coûtent horriblement cher, qui coûtent un pognon de dingue, comme dit quelqu'un que nous aimons bien. Et ils doivent se battre bec et ongle et tout ça, montrer le bien fondé de leurs demandes et tout. Donc, ce que je comprends, ce qui est pas évident. Hein, bon. Et du coup, alors ça c'était là, oui, mais personne nous aime, personne nous comprend. Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, dans quelle étagère où cours-je, bon bref. Et d'ailleurs, j'ai vu un article de toi sur le site de la Défense nationale, où tu parles des espaces fluides et des espaces solides dans le cadre justement de cette demande du ministère. Qu'est-ce que c'est que les espaces solides? Qu'est-ce que c'est que les espaces fluides? Quelles sont leurs caractéristiques à chacune? Alors, les espaces solides, c'est très simple, c'est la Terre. C'est là. C'est là. On y est. On y est, on a les pieds dessus. Les espaces fluides, c'est l'eau, la mer, les océans, les grands fleuves, voilà, bon. Ok. L'air, là où volent les avions et les oiseaux. Ouais. Pour aller vite, où il y a les nuages, où il y a tout ça, bon. L'espace extra-atmosphérique, science-fiction, flotte spatiale, Star Wars, machin, bon. Et justement, là où toi tu dis qu'est-ce qui va faire le lien entre les deux? C'est le réseau. Et on revient sur Forget. Voilà, c'est le réseau. Là, toute la dimension de réseau. C'est quoi, pour toi, un réseau? En quoi ça s'intègre dans cette théorie des espaces fluides et des espaces solides? Qu'est-ce qu'un réseau? Déjà, on sait ce que c'est qu'un réseau. C'est un réseau, ça peut être matériel, un réseau. C'est un réseau de chemin de fer, un réseau routier, un réseau de lignes maritimes, un réseau téléphonique. C'est quelque chose qui relie. Un réseau de stations-service. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être aussi des choses immatérielles, un réseau d'espionnage, un réseau d'amis, un réseau politique, un réseau de succursales économiques d'une grande société, d'une grande firme. Bon, un réseau diplomatique, voilà. Bon. Un réseau sioniste. Oui, par exemple. Désolé, j'ai eu une rechute encore, c'est incroyable. Et donc ces réseaux, comment ils s'intègrent? Ces réseaux, alors ce qui est intéressant, c'est que l'idée de réseau, elle existe depuis très longtemps dans l'histoire humaine. La puissance de l'Empire romain, c'était certes son armée, son économie, tout ça, mais c'était aussi les routes romaines, les célèbres réseaux de routes romaines qui ont couvert tout l'Empire. C'était une première dans l'histoire de l'humanité, un tel réseau. Oui. Bon, la route de la soie entre l'Asie et l'Europe, c'était un réseau. Parce qu'il n'y avait pas une route, on dit la route de la soie par commodité de langage, mais c'était un réseau de plein de routes différentes, avec des oasis qui servaient de lieux et de points de ravitaillement. Ça existe depuis longtemps. Mais pendant longtemps, les réseaux étaient moins importants que les lieux. D'accord. Okay. Exemple, tu prends toutes les routes qui, en Grèce antique, menaient à Delphes, le grand centre de religieux sacré de la Grèce antique, qui était Delphes. Il y en avait plusieurs, mais c'était celui-là le plus important. C'était Delphes qui était plus important que les routes qui menaient à Delphes, quand même. C'est-à-dire que les réseaux étaient subordonnés aux lieux. Absolument. Mais ça a changé, ça? Ça commence à changer à partir de la Renaissance. D'accord. Tout doucement. Donc à partir de la modernité. En fait. À partir de la naissance de la modernité, qui là aussi se déploie pas d'un seul coup. Ça met des siècles à se déployer, à s'installer, à s'établir, etc. C'est des processus comme on dit en histoire, du temps long. Et là, maintenant, au XXe siècle, où on voit que tout ce processus est quasiment achevé, eh bien, on constate il y a eu une interversion, c'est que les réseaux sont plus importants que les lieux.
Et ça commence au XVIe siècle, c'est ça? Tout doucement, ça commence à apparaître, à se dessiner, à s'esquisser, je dirais, modestement. Et par quoi ça se manifeste? Eh ben, ça se manifeste par le fait que, de plus en plus, les réseaux ont de l'importance. Déjà, en eux-mêmes. C'est là qu'il commence à y avoir des réseaux bancaires. Au sens moderne. C'est là qu'il commence, c'est une invention des Italiens, des marchands italiens de la Renaissance, enfin de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est là qu'il commence à y avoir des réseaux d'espionnage au sens moderne du terme. Les grandes découvertes. C'est les grandes découvertes, surtout. C'est parce qu'on dit la Renaissance, en fait, la Renaissance, c'est vrai que c'est un tournant historique et anthropologique majeur dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est la naissance de la modernité, et je crois qu'on peut dire que c'est le plus grand changement de l'histoire de l'humanité, le plus grand tournant dans l'histoire de l'humanité, depuis ce qu'on a appelé la révolution néolithique. Tu vois, avec l'invention de l'agriculture, de choses de genre. On est allé occuper les espaces fluides. On est allé occuper les espaces fluides parce que jusqu'à présent, les flottes, les bateaux... Oui. Ils existaient. Ils existaient, mais ils faisaient du cabotage. Dans la grande majorité? Ouais. C'est-à-dire être près des côtes? Ouais. À 98%, ils faisaient du cabotage. Ils restaient près des côtes, ils faisaient de la navigation côtière. Ils se repéraient un peu avec les étoiles, mais surtout par rapport à des points sur la côte. Et ils allaient de port en port, comme ça, de façon... et même certains bateaux, notamment chez les Grecs, avaient des fonds relativement plats. Ils n'avaient pas de quilles. Donc même quand le soir, ils arrivaient, ils n'avaient pas trouvé de port, souvent ils trouvaient une plage, ils mettaient les bateaux sur la plage, ils repartaient le lendemain. Quoi, ouais, tu vois. Okay, donc voilà. Avec la Renaissance, on a commencé à être obligé de faire de la navigation transocéanique. L'Atlantique, ensuite descendre tout l'Atlantique pour contourner l'Afrique, remonter l'océan Indien jusqu'en Inde. On l'avait déjà fait, mais... Très peu de fois. Très peu de fois. Très peu de fois. Et on le faisait pas tout le temps. Non. Là, il fallait maintenir un cycle de commerce. Et c'était vraiment une aventure à chaque fois, avec 2 chances sur 3 de pas revenir. Ouais, voilà. Tu vois, même les Vikings qui ont déjà traversé l'Atlantique, on le sait. Les Vikings, on a calculé les taux de perte des bateaux Vikings qui faisaient les traversées, c'est des taux énormes. Hein. Ah ouais. Il y avait peut-être 40% de mecs qui revenaient. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, okay. C'était du coup de dé. Hein. Donc, bon. Là, on est obligé de faire de la navigation transocéanique régulière et sûre. Parce qu'entre-temps... si c'est pour perdre 60% de la cargaison à chaque fois, c'est pas la peine. D'autant qu'entre-temps sont apparues aussi les premières grandes compagnies d'assurance maritime. Oh, c'est bien fait. Et alors là, les assureurs, ils disent... attendez, tu vois, les assureurs qui eux aussi naissent en Italie, comme par hasard. Et qui, comme par hasard, naissent d'abord et avant tout pour des questions maritimes, c'est-à-dire liées à l'exploitation des espaces fluides. D'accord. Hein ? Il y a plein de choses comme ça qui sont nées à partir de la question des espaces fluides. Et là, on est obligé d'apprendre à faire le point. Donc, on développe les mathématiques, on développe l'astronomie. En mathématiques, on développe et on invente des nouvelles disciplines comme la trigonométrie, tout un tas de choses de genre, tu vois. Donc, je veux dire, pendant des siècles, c'est pas un hasard si c'était les marins, civils ou militaires d'ailleurs, et c'était le monde naval et maritime, on va dire, qui était le monde qui était de toute façon en pointe dans toutes les sciences et les techniques. Ouais. Hein, c'était plus que l'agriculture ou plus que quoi que ce soit d'autre, hein. Plus même que la médecine. C'était les choses maritimes. C'est vrai que là, c'est l'Italie qui a été l'Italie où la Renaissance commence un siècle plus tôt que dans le reste de l'Europe, hein, entre parenthèses. Le 15e siècle, c'est-à-dire les années 1400 et quelque chose, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Saint-Empire romain germanique, à l'époque, ils sont encore au Moyen-Âge. L'Italie est déjà à la Renaissance. Ouais. Ils ont un siècle d'avance sur nous à l'époque. Hein. Les Italiens sont les premiers à initier le mouvement, à le lancer, à l'impulser, à donner l'impulsion de départ. Mais rapidement, au XVIe siècle, c'est l'Angleterre qui va reprendre le flambeau. Henri VIII. Alors, ça commence avec Henri VIII qui... c'est un acte majeur. C'est un acte majeur parce qu'il rompt avec Rome. Voilà. Il rompt avec Rome, alors tout le monde se focalise sur l'explication... Attends, on veut peut-être expliquer dans le contexte ce que ça veut dire Henri VIII rompt avec Rome, que les gens ne soient pas forcément obligés d'aller sur Wikipédia. Ben justement, Henri VIII, roi d'Angleterre,
tout le monde dit, ouais, il rompt avec Rome parce qu'il a besoin de divorcer. Il rompt avec Rome, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui regardent ? Pardon. Expliquez ce que c'est. Ouais, il rompt avec Rome, c'est-à-dire qu'il rompt avec l'Église. Il fait en sorte que l'Église d'Angleterre ne dépende plus de Rome, de la papauté, et donc se distingue du catholicisme. Ça arrive en même temps qu'il y a le grand mouvement de la Réforme et de naissance du protestantisme dans le monde allemand. Et français, suisse, Hollande aussi, enfin tu vois, bon. Mais ça arrive en même temps, donc en quelque sorte il s'intègre, il prend le train en marche. Il prend le train en marche, même si la nouvelle religion qu'on va appeler la religion anglicane, en fait elle est plus proche au niveau des mœurs, des pratiques, du dogme et tout ça, elle est plus proche du catholicisme que du protestantisme, entre parenthèses. La rupture avec Rome, elle est au niveau doctrinal et théologique, elle est très faible. C'est une rupture politique. Mais effectivement, l'Église d'Angleterre n'appartient plus à la catholicité. Et cet acte de rupture d'Henri VIII avec Rome, il jette l'Angleterre dans les espaces fluides, c'est ça ? Alors, officiellement, la raison invoquée, celle qu'on trouve trop souvent encore dans les bouquins d'histoire ou dans les magazines d'histoire un peu bon marché, c'est de dire, oui, mais il avait besoin de ça, de rompre avec Rome, parce qu'il avait besoin de divorcer. Il a eu quand même 6 femmes ou 8 femmes, 6 femmes différentes. Donc il avait besoin de divorcer. Rome lui refusait le droit de divorcer. Donc il a dit, puisque c'est comme ça, je divorce avec Rome. Pour pouvoir éliminer une gonzesse et en reprendre une autre. Bon, et effectivement, il s'est pas privé ensuite. Bref. Mais ça, c'est un prétexte... non pas bidon, mais complètement accessoire, parce que je pense qu'il y avait moyen de moyenner avec Rome à l'époque. Le Vatican était tellement corrompu que je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Mais bref. Mais en fait, il rompt parce qu'il veut s'inscrire dans le grand mouvement des grandes découvertes qui démarre à l'époque, enfin qui a déjà démarré depuis 20-30 ans, mais il veut à tout prix en faire partie et damer le pion aux 2 puissances qui à l'époque sont déjà en pointe sur le mouvement des grandes découvertes, en Europe en tout cas, c'est l'Espagne et le Portugal. Il veut leur damer le plomb, leur damer le pion. Et en quoi rompre avec Rome lui permet de faire ça ? Eh bien parce que il va pouvoir se dégager de l'emprise de Rome qui vient de faire signer aux Espagnols et aux Portugais un traité de partage du monde. Ah oui, non, il veut pas partager. Non, mais lui, il dit ce traité... Parce que dans le traité, c'est le traité de Tordesillas, est un traité qui sépare la planète en 2. À l'ouest de ce méridien, ça sera espagnol. À l'est, ça sera portugais. Ouais. Oui, mais les autres puissances européennes, là-dedans, elles ont que chi. Elles ont que chi. Alors les autres puissances européennes, elles font un peu la gueule. Et elles vont se tailler de force des empires coloniaux à l'intérieur de ce qui était prévu originellement pour le Portugal et le Vatican, pour le Portugal et l'Espagne avec l'accord du Vatican. Bon. Et lui, il veut rentrer à fond là-dedans. Parce qu'il vient de perdre la guerre parce que l'Angleterre a perdu quelques décennies auparavant la guerre de 100 ans, parce que l'Angleterre ne veut plus se mêler des affaires politiques et stratégiques du continent. C'est ça, ils arrêtent d'être une puissance terrestre. Ils arrêtent d'être une puissance terrestre et ils décident de prendre le grand large. Et comme l'a dit un auteur, un spécialiste allemand de géopolitique qui s'appelle Carl Schmitt, il a dit l'Angleterre à cette époque, dans tous les sens du mot, au sens propre comme au sens figuré, l'Angleterre rompt les amarres avec le continent européen. Ok. Bon. Ouais. Et là, ils y vont. Et dans les premières décennies, étant donné qu'ils sont plus faibles que les Portugais et les Espagnols, ils vont la jouer guérilla navale contre les Portugais et les Espagnols. Et ça va être une nation de pirates, l'Angleterre. Ouais. Fameux pirates de cour. Ouais. Les pirates anglais au XVIe siècle, quitte après, une fois qu'ils seront, quelques siècles plus tard, quand ils seront devenus une grande nation maritime, une grande puissance maritime et coloniale, ils vont être le premier pays du monde à condamner la piraterie, tu vois, parce que c'est dégueulasse, c'est immoral, etc., etc. Bon, ils ont toujours un discours quand ça les arrange, et puis le discours inverse quand ça les arrange aussi, quoi. Bon, ils feront la même chose quelques siècles plus tard pour la question de la traite des Noirs d'Afrique.
Ouais. Au début, ils sont ils participent à la traite comme tout le monde, comme toutes les puissances européennes. Et puis dès qu'ils en ont plus besoin, parce que pour des raisons économiques, c'est plus intéressant et tout ça. Et puis parce qu'ils commencent à avoir des petites pressions de groupes déjà, des ONG droits de l'homme et tout ça déjà en Angleterre, au début du 19e siècle, pendant la guerre napoléonienne, ils décident d'interdire l'esclavage, enfin tout au moins le trafic d'esclaves, pas l'esclavage sur les terres, sur les colonies, mais le trafic depuis l'Afrique, le trafic maritime des esclaves, ils décident de l'interdire en 1807. Et ils font la chasse, la marine britannique va commencer à faire la chasse à tous les navires qui font de la traite négrière. Bon, mais c'est parce qu'eux n'en ont plus besoin. Et donc ils veulent l'interdire aux autres. Tu vois, c'est l'hypocrisie. En même temps, dire hypocrisie, c'est un jugement moral. Et c'est vrai qu'en stratégie, faut pas juger de façon morale, faut juger en matière d'efficacité et d'intérêt, au sens le plus froid et le plus cynique du terme. Et cette rupture-là, d'Henri VIII, finalement, elle se concrétise en termes de pouvoir économique, quoi, avec il a le Élisabeth Ier. Alors, il a le soutien Henri VIII. Parce que c'est elle qui change toute la boutique. Ouais. C'est-à-dire que Henri VIII, il va disparaître relativement rapidement après. Ensuite, il va y avoir quelques problèmes de succession. Puis finalement, une de ses filles, Élisabeth Ier, qui va monter sur le trône. Et c'est sous le règne d'Élisabeth Ier, donc on va dire, pour aller vite, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'équivalent chez nous, sous le règne d'Élisabeth Ier chez nous, ça correspond aux guerres de religion, à Henri III, Henri IV, tout ça. Elle meurt en 1610, comme Henri IV d'ailleurs. C'est cette époque-là. Et c'est là que l'Angleterre véritablement décolle et devient une vraie puissance navale. Et ça va se voir notamment lors de la grande affaire dite de l'invincible Armada, où les Espagnols vont envoyer une immense flotte depuis l'Espagne, enfin depuis le Portugal plus exactement, parce qu'à l'époque, le Portugal a été englobé dans l'Espagne. Ça va durer 60 ans, mais bon, peu importe. Avec objectif de cingler vers l'Angleterre et de débarquer en Angleterre et de s'emparer de l'Angleterre. De foutre Élisabeth Ier, de la mettre à mort et de la virer du trône, de mettre un monarque catholique à la tête de l'Angleterre, de réintégrer l'Angleterre dans le catholicisme. Et de faire ce que tout le monde a essayé de faire, mais que personne n'est jamais arrivé à faire. Voilà. Et les derniers à avoir réussi à envahir l'Angleterre, c'est les Normands, en 1066, Guillaume le Conquérant. Mais depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Bon. Et l'invincible Armada, elle va se viander magistralement. Elle va se viander magistralement pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une opération gigantesque et extrêmement complexe qui est préparée par des amateurs. C'est un travail c'est ni fait ni à faire, comme redit ma grand-mère autrefois. C'est mal foutu et tout, alors qu'une opération comme ça, les opérations amphibies, on le sait, mais déjà à cette époque c'était vrai aussi, ces opérations qui doivent être hyper planifiées, enfin c'est des opérations extrêmement complexes à monter, surtout quand elles sont immenses comme celle-là, où il y avait plusieurs centaines de bateaux, des milliers d'hommes, etc. Bon bref, c'est super mal monté, mais en plus, ils ont des bateaux qui ne sont pas adaptés à l'Atlantique Nord et à la Manche. Ils ont des bateaux méditerranéens, ou alors des galions destinés à traverser l'Atlantique pour aller vers les colonies à travers la zone équatoriale des Alizés. Bon, mais avec les tempêtes de la Manche, de l'Atlantique Nord et tout ça, c'est une catastrophe. C'est une partie d'entre eux, c'est des galères qui sont très basses sur l'eau, avec ouverture pour les rameurs. L'eau rentre. Bon. Il y a énormément de... En plus, ils ont une conception du combat naval qui est c'est en fait du combat d'infanterie sur l'eau. Ouais. C'est-à-dire qu'on va proche du bateau ennemi, l'amarrage, amarrage, abordage, et puis on se bat sur les ponts, on se fout sur la gueule. Les Anglais, ils ont déjà une conception moderne. Ouais, c'est ça. Ils ont déjà une conception moderne. Il y en a un qui joue à Assassin's Creed Odyssey, il y a l'autre qui joue à Black Flag, quoi. En fait, il y a une différence, ils sont pas au même niveau, il y a trop d'écart. Les bateaux anglais sont faits pour leur mer à eux, ce sont des mers beaucoup plus dures, ce sont des bateaux beaucoup plus hauts. Ce sont des bateaux qui n'ont plus de rameurs et de choses de genre, qui ont un gréement, c'est-à-dire une voilure et tout ça, adapté au vent beaucoup plus difficile de cette région-là. Et ils ont déjà à l'avance une artillerie à bord des bateaux qui est plus importante que... Les Espagnols aussi, ils ont de l'artillerie à bord des bateaux, mais c'est des canons terrestres qu'ils ont mis sur les ponts. Ouais. Alors que les Anglais ont inventé un nouveau type de canon à 4 roues qui sont faits pour être mis à l'intérieur des bateaux et qui sont faits pour être utilisés de cette façon-là. Et c'est plus du combat d'infanterie, c'est de bateau à bateau qu'ils veulent combattre.
C'est-à-dire que le bateau est une entité en soi, avec à l'intérieur les marins qui seront en quelque sorte des petits lutins qui actionnent les mécanismes, tu vois. Mais l'arme, c'est le bateau, c'est pas le soldat qui est dessus. C'est ça. Et ils vont la bousiller, l'armada. Alors ça se fera en plusieurs fois, etc., etc. Mais ils vont la bousiller. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est outre ces aspects de stratégie navale proprement dite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études faites par les historiens ces dernières décennies qui montrent que si les Espagnols avaient débarqué, s'ils avaient réussi à débarquer, la partie aurait été beaucoup plus dure pour les Anglais. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des pans entiers de la population anglaise, encore, qui avaient accepté l'anglicanisme parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et qui seraient convertis à l'ancienne religion. Ouais. Notamment la paysannerie. La paysannerie anglaise, ils n'avaient pas encore bien intégré la nouvelle religion, ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on a cette nouvelle religion ? C'est bizarre. Moi, j'ai toujours eu cette religion, ma famille aussi depuis des siècles et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça ? En fait, cette religion, elle avait bien pris dans la bourgeoisie et les populations urbaines. Donc des bourgs, donc les bourgeois. Ouais, les bourgeois au sens médiéval du terme, pour le coup. Ouais. Et justement, ce que tu disais, c'est que tout ça, cette avance technologique maritime qui à partir du 15e, 16e siècle, projette l'Angleterre dans les espaces fluides, elle se double aussi d'un développement considérable et qui va changer beaucoup de choses, des services d'espionnage. Absolument. C'est-à-dire qu'Élisabeth Ier, en plus d'être celle qui vraiment implante les colonies en Amérique, est aussi celle qui refaçonne intégralement le concept, même la façon dont on conçoit l'espionnage, c'est ça ? Absolument. Est-ce que tu veux nous expliquer ça, en fait ? Elle va créer des réseaux d'espionnage véritables. Elle n'avait pas ? En se basant, alors si, mais ils étaient beaucoup plus limités. En se basant sur le modèle italien, parce qu'encore une fois, sur cette question-là, c'est les Italiens qui avaient donné le change, et des réseaux d'espionnage modernes. C'est quoi un réseau d'espionnage moderne ? Avec des agents véritables, formés à ça, pour ça, qui sont recrutés dans tout un tas de métiers, de professions très différentes, et quelquefois très originales. Les Anglais... alors, chez les Italiens, comme chez les Anglais de la Renaissance, les deux socles des nouveaux réseaux d'espionnage sont le socle commercial et bancaire, les réseaux marchands et bancaires, et les réseaux de marins, maritimes. C'est-à-dire qu'en fait, les espions sont souvent marins, banquiers ou commerçants. Voilà. Okay. Plus aussi tout un tas de professions improbables. Par exemple, les Anglais, ils vont souvent recruter à travers leur histoire, d'ailleurs, ça, on pourra le constater, des écrivains, des artistes. Mais quel est l'intérêt ? Ce sont des mecs qui, à l'époque, vivent dans des milieux complètement interlopes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils fréquentent tout le monde. Les intervalles. Ouais, c'est ça. Ils fréquentent tout le monde. Ils ont des façons de voir le monde qui sont complètement originales par rapport à plein d'autres gens. Il y a même un espion célèbre anglais de l'époque élisabéthaine, c'est l'auteur de pièces de théâtre Marlowe, Christopher Marlowe. Parce que tout le monde, quand on dit théâtre élisabéthain, tout le monde pense à Shakespeare. Ok, c'est le plus important de tous. Mais quand on dit théâtre élisabéthain, en général, c'est pas un hasard si on emploie un terme global. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs. Il n'y a pas un mec. Il n'y a pas un mec. Il y a plein d'auteurs. Le théâtre élisabéthain est un mouvement à l'époque gigantesque avec plein d'auteurs différents. Shakespeare, mais Christopher Marlowe, Ben Jonson, il y en a d'autres. Là, je viens de citer uniquement les trois plus connus. Il y en a d'autres. Mais par exemple, Christopher Marlowe, il est mort assassiné à coups de poignard dans une taverne des bas-fonds de Londres, où il se plaisait à aller régulièrement pour se cuiter la gueule. Tu sais, ce modèle du poète voyou, on l'a en France avec François Villon au XVe siècle, juste avant. C'est vrai. Mais nous, justement, puisqu'on parle de la France, par opposition, comment est-ce que les autres pays du continent, eux, ils conçoivent l'espionnage ? Qui fait l'espionnage en France à ce moment-là ? Alors, ce qui est on le fait à qui, l'espionnage ? Eh ben, l'espionnage, pour créer un réseau d'espionnage, il faut déjà avoir un substrat, un socle. Qui est un réseau préexistant. Qui est un réseau préexistant. Qui est déjà habitué à communiquer. Voilà. Ok. Chez les Italiens et les Anglais, ça sera les banquiers, les commerçants et les marins. Ouais. Chez les Français et les Espagnols, puissance continentale, ça sera les monastères. Ah. C'est vrai ? Il y a des exemples de réseaux d'espionnage de Curton célèbres ? Ouais. Déjà, cette découverte, on l'a faite il y a plusieurs années. Genre il n'y a pas longtemps ?
Ouais, il y a quelques années, je me rappelle, j'avais rencontré par hasard une prof d'histoire, une médiéviste, qui s'intéressait absolument pas aux questions militaires, d'espionnage et tout ça. C'était une spécialiste d'histoire religieuse. Lui parler de choses militaires ou d'espionnage encore plus, pour elle, c'était la planète Mars, quoi, tu vois. Bon. Elle s'occupait d'architecture gothique, les cultes des saints, tout ça, bon. Et elle avait fait des recherches dans les archives d'une abbaye dans la Nièvre. Et elle était tombée par hasard sur des papiers du XVe siècle. Okay. À l'époque du conflit entre le roi de France Louis XI et les ducs de Bourgogne. Et elle était tombée sur des papiers bizarres. Et elle avait compris qu'en fait, c'était un réseau d'espionnage. Ah, les curtons de la Nièvre se balançaient les infos sur les ducs de Bourgogne. Ouais. Il a bougé là, il a bougé là. Servait d'informateur au roi de France. D'accord. Contre le duc de Bourgogne. Tu vois ? Et c'était un réseau qui... Et au XVIe siècle, un siècle plus tard, par exemple, Christopher Marlowe est mort, assassiné dans une taverne, à coup de dague. Tu vois, il devait être à moitié schlass, à mon avis, il n'a rien pu faire. Je suppose, hein. Ouais. Bon. Et on n'a jamais su exactement qui l'a buté. Alors, est-ce que c'est une simple histoire c'est peut-être une bête histoire d'ivrogne, c'est peut-être une histoire de pognon, c'est peut-être une histoire de pute, on ne sait pas. Tu vois, dans ce genre de milieu, ça peut être plein de choses différentes. Mais vraisemblablement, il y a des chances que ce soit des espions espagnols qui l'aient buté. C'est la possibilité. Et si c'est eux, on sait précisément quel était ce réseau. C'était un réseau qui était centré à Paris, dirigé contre l'Angleterre, mais qui était centré à Paris dans un couvent de jésuites. D'accord. Et là, on est sous Henri IV. Ah ouais. Tu vois ? Ah, c'est classe. Ah là, il y a des romans et des films de cap et d'épée gigantesques à faire. Complètement. Bon. Un épisode d'Assassin's Creed, un truc, tu peux faire quelque chose de tout à pas fait. mal. Un James Bond, ouais, enfin l'ancêtre. Ouais, non, c'est... Ok. Un James of Bond. James of Bond. Mais justement, par le développement de tout cet espionnage moderne, de toute cette conception moderne de la marine, cette conquête des espaces, cette rupture avec le continent, l'Angleterre, elle commence à conquérir ces espaces-là, à conquérir ces espaces fluides. Oui. À conquérir ces intervalles même. Absolument. Et on parlait de religion, mais c'est presque à l'époque satanique d'aller les conquérir, ces intervalles. Ben oui, parce que les intervalles, ce sont des lieux flous, par définition. C'est le lieu du diable. C'est les lieux du diable. Et l'Église catholique était, tout au long du Moyen-Âge, était assez rigoureuse sur ces questions-là. Ça se voit, y compris dans d'autres domaines. Pour l'Église catholique, ou tout au moins dans la foi populaire, la version foi populaire de l'Église catholique, par exemple, les carrefours étaient des lieux maudits. Tiens. C'est pour ça qu'il y a des croix ou des calvaires à plein de carrefours au bord des routes. Enfin, des routes anciennes. Mais on en voit encore en Bretagne, dans certains coins. T'as un petit carrefour. Alors, c'est des petits chemins de terre à la con maintenant où ça veut plus rien dire. Mais à l'époque, il faut se dire que le petit chemin de terre que nous, on prend pour aller faire une balade en forêt, à l'époque, c'était une route importante. Oui. Bon. Et il y avait des croix au carrefour parce que un carrefour, ça te laisse le choix. Ah. Ça te laisse le choix. Donc... La Genèse est formelle là-dessus. Quand on a le choix, on fait de la merde. Eh ben oui. Quand t'as le choix, il y a de fortes chances que le diable soit là. Voilà. Pour t'inciter à faire le mauvais choix. Tu vois ? Donc, à un carrefour, pour se protéger du diable, on se signe, et puis il y a un calvaire pour, tu vois. Mais on aimait les choses claires et nettes, tu vois. Là où il y a du choix, où les trucs sont plusieurs choses à la fois, tout ça, l'Église aime pas trop. Dans un autre domaine, par exemple, et ça, c'est l'historien des couleurs, Michel Pastoureau, qui l'a bien montré. J'incite tout le monde à lire les ouvrages de Michel Pastoureau, c'est absolument fascinant. Moi, y compris pour mes questions des espaces fluides, j'en suis servi. Comme quoi, tu vois, je suis allé chercher loin de l'histoire militaire. Mais il a repéré que jusqu'au XVIIIe siècle, au moins jusqu'au début du XVIIIe siècle, porter des tissus rayés, c'était considéré comme maléfique. Ah ouais ? Ouais. Et les tissus rayés, au Moyen-Âge et c'est pour ça que les prostituées avaient des bas rouges et blancs à rayures,
les bagnards avaient des tissus, des trucs Noir et rayés, blanc. et les marins avaient les tricots bleus à rayures. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire des professions qui sont pas nettes, qui sont pas claires, qui sont Est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est rouge, oui, est-ce que et c'est alors noir? en plus c'est ça, un tissu rayé, il est bleu ou il est blanc? Ben il est les deux. Ah ouais, mais non, il est soit l'un soit l'autre. Donc c'est diabolique. Ok. Enfin, le malin est pas loin. Tu vois. Donc, et c'est seulement, alors là aussi, il faudrait que je relise Pastoureau, mais il explique comment il y a un basculement qui s'est fait fin 18e siècle, où il est devenu, ça a commencé à devenir à la mode. Ouais. De porter des tissus rayés, et donc y compris tout le monde s'est mis à en porter, y compris les aristocrates et tout ça. Et je pense que il me semble souvenir que c'est lié justement à des modes à l'époque qui glorifiaient la marine, comme par hasard, tu vois. Bon, mais peu importe. Et ces Anglais qui commencent à penser... Oui, vas-y. Dans un réseau, tu as des lieux, mais tu as les intervalles entre les lieux. Hein. Et les intervalles sont le lieu du diable. Et pour un catholique bien psychorigide et tout ça, ce que fort heureusement ils ne sont pas tous à l'époque, ils ont quand même des grands penseurs, hein, on dira ce qu'on veut, mais ils ont aussi des grands penseurs. L'Église catholique à l'époque, ils sont capables d'être plus souples. Mais pour la religion, je dirais populaire, faite pour le tout venant, pour Monsieur tout le monde et tout ça, on laisse pas de choix. Voilà. Les Anglais vont rapidement trouver tout un tas d'explications plus ou moins théologiques, plus ou moins philosophiques, quelquefois même un peu bidons et tout ça pour... On s'arrange. Bon, on s'arrange. Bon. Et le pragmatisme va prendre le dessus sur la théologie. Hein, a fortiori. On a raison, on y commence, on y voilà. arrive. Mais c'est intéressant parce que du coup, en fait, cette Angleterre, par cette rupture avec la papauté, avec le continent... Finalement, c'est une rupture qui est politique, c'est une rupture qui est économique, c'est une rupture qui est même spirituelle, parce qu'on dit ces espaces ces intervalles, nous allons y habiter, nous allons les contrôler. Non seulement les contrôler, et au final, ces Anglais qui sont un peu les précurseurs de nos démocraties libérales, et donc de notre société contemporaine, nous allons non seulement les contrôler, mais nous allons les rendre plus importants que les points qu'ils relient. Exactement. Et ça, exactement. Et est-ce qu'on trouve dans cette littérature anglaise des indices qui te permettraient, toi, de lier justement tout ça aux espaces fluides et aux espaces solides? Est-ce qu'on voit dans la littérature ou dans quelque chose des traces de gens qui commencent à théoriser justement, à comprendre qu'on est en train de donner plus d'importance au fluide qu'au solide et qui en font quelque chose, que ce soit de la théorie, Alors, ça fait partie des domaines sur lesquels il faut que je bosse beaucoup plus parce que c'est un champ énorme, il faut que je lise beaucoup plus sur cette question. Mais déjà, j'en ai repéré quelques-uns. J'ai repéré notamment celui qui était l'astrologue personnel d'Élisabeth Ier d'Angleterre, à la cour de Londres, qui était son astrologue personnel et son conseiller stratégique en même temps. Je sens qu'on va parler de Monsieur John Dee de la Golden Dawn. Absolument. Et c'était un magicien, enfin un mage. Un mage de la Renaissance anglaise, très réputé, qui s'était pas mal baladé en Europe, qui était allé à Prague, à plein d'endroits comme ça. Qui s'était confronté à tous les grands intellectuels européens de la fin du XVIe siècle, en Italie, en Bohème, en Allemagne, enfin dans le monde allemand, on va dire, parce qu'à l'époque l'Allemagne, ça veut pas dire grand-chose, et qui était devenu l'astrologue. Il faisait l'horoscope tous les jours de la reine, mais en même temps, il réfléchissait. C'est le premier théoricien naval anglais et même tout court. C'est-à-dire qu'il était à la fois magicien avec le chapeau pointu, enfin tous les clichés qu'on a. John Dee, quoi. Le chapeau pointu, la longue barbe. Il parlait avec les anges. Complètement. Il traduisait leur alphabet. Complètement. Complètement. Mais en même temps, il pensait les questions maritimes et navales. Cette époque. Ah ouais, fascinant. Où le monde de la magie et le monde de l'empirique, du sensible et du matériel ne sont... On peut être mathématicien et magicien. Complètement. C'est pas incohérent. Quoi. On peut être théoricien de stratégie navale et magicien. Ouais. C'est fabuleux. Ouais. Bon, c'est une époque zarbi comme ça. Il n'y en a pas beaucoup d'époques comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et lui, déjà, à travers ses écrits, il avance des trucs. Il a été le premier à écrire un bouquin de théorie de la stratégie coloniale, etc., de stratégie navale, de choses de genre. On peut repérer des choses aussi chez Shakespeare. Ok. Moi, je pense à un exemple intéressant chez Shakespeare.
où, alors Shakespeare n'emploie pas les termes d'espace fluide et d'espace solide, mais l'idée y est. Par exemple, dans une des plus belles, une des plus célèbres pièces de Shakespeare, qui est aussi une des plus complexes et les plus mystérieuses, parce que y a plein d'interprétations qui s'affrontent, on n'a toujours pas réussi à percer le mystère définitif et absolu de cette pièce. En plus, c'est sa dernière pièce, ça s'appelle La Tempête. Elle est connue, bon, bref. Donc le magicien, comment il s'appelle ? Prospero. Et où c'est l'histoire d'un magicien qui vit tout seul sur une île perdue au milieu de l'océan. Enfin, tu comprends que c'est la Méditerranée. Déjà, il a un nom italien. Il va rencontrer le duc de Milan. Bon, tu comprends que c'est en Méditerranée. Mais il vit tout seul sur une île. Ouais. Je crois qu'il y a sa fille avec lui. Et il y a deux personnages, deux entités magiques qui vivent avec lui, qui sont ses serviteurs. L'un qui s'appelle Ariel et l'autre qui s'appelle Caliban. Ils ont tous les deux des formes vaguement humanoïdes, mais alors ce qui est intéressant, c'est que Caliban, c'est l'être des espaces solides. D'accord. Il est hyper musclé, très fort, recouvert de poils, très laid. Il est con, comme c'est pas permis. Il est très limité, il est brutal. Parfois même un peu dangereux. Quelquefois, il est malodorant aussi. Malodorant, bien sûr. Quelquefois dangereux, mais même sans vouloir être méchant, mais tellement il est maladroit. C'est une brute. Bon, c'est le personnage des espaces fluides. Des espaces solides, pardon. Et puis l'autre, c'est Ariel. C'est l'antithèse. C'est un personnage très beau. Elfique, quasiment. Quasiment un elfe, ouais. Il est très beau, très fin, longiligne, quasi transparent. Il a des petites ailes dans le dos. Sa sexualité est ambiguë, on sait pas son genre. Tu vois, il est déjà transgenre, lui, tu vois. Et il est quasiment évanescent, aérien, fluide. Bon. Gender, mais tout le reste aussi. Exactement. Voilà, mais gender fluide, c'est vrai que l'expression tient, il est tout fluide. Mais absolument, absolument. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait ces deux personnages-là qui correspondent aussi bien à ce schéma. Ouais. Tu vois, on peut trouver, je crois, je l'ai acheté récemment, il va falloir que je trouve le temps de le lire, un petit bouquin d'un auteur italien de la Renaissance qui s'appelle Marcil Fissin, sur les liens. Donc les liens, c'est les intervalles. Tu vois, il va falloir que j'étudie ça, mais il y a plein d'autres trucs. D'accord. Mais déjà, les littératures de l'époque commencent à... Déjà, si on veut avoir deux conseils de lecture, on a déjà cette pièce de Shakespeare, et puis sur John Dee, alors j'avoue que j'ai surtout lu ses ouvrages ésotériques, mais on a le titre de ses premières... Ces premières réflexions sur la mer, c'est de la missive ou ça a été théorisé dans un livre ? Ça a été théorisé dans un manuel qui porte bien évidemment, comme ça se faisait à l'époque, un titre latin que je n'ai pas retenu. Ok, d'accord. C'est des Instructiones Nautica, tu vois, un truc... Ça se trouvera. On trouve des traces dans cette littérature. On trouve des traces dans cette littérature. Et bien sûr, on en trouvera beaucoup plus. C'est à partir du XXe siècle que ça va... oui, bien sûr. Ça va exploser, comme on dit. Mais, donc, c'est aussi une réflexion théorique. Et même théorico-poétique, souvent. Parce que là aussi, de même qu'on ne faisait pas de différence entre être mathématicien et être magicien, on ne faisait pas de différence. On faisait une différence, mais ce n'est pas incohérent. C'est pas incohérent. Il n'était pas incohérent non plus à l'époque d'être un penseur du politique ou de la guerre et tout ça, et en même temps un poète. On a plein d'exemples... notamment en France, dans l'histoire de France, de guerriers qui étaient en même temps des poètes. Oui, ou des et artistes, même des bons poètes. Ou des artistes. Ou des artistes et tout ça, je veux dire. J'ai été extrêmement surpris de découvrir récemment que sur la page Wikipédia consacrée au maître du jeu célèbre. Alors là, quand je te parle de maître du jeu, je te parle de Donjons et Dragons, qu'on a pratiqué tous les deux des années, pas ensemble, mais avec une génération quelques années d'écart chacun. Eh bien, tu sais que dans les maîtres du jeu célèbres, qui a masterisé du Donjons et Dragons pendant, je crois, plus de 15 ans, Lionel Jospin. Non. Si. Il est dans la page Wikipédia. C'est pas vrai. Lionel, on n'était pas au courant qu'on faisait une partie, si tu veux. C'était pas... Il fallait nous le dire. C'est pas vrai. Si, Lionel Jospin. Et je lance un appel officiel à Lionel Jospin, je la filme, je la mets,
sur internet, je veux que tu nous organises un Donjons et Dragons. Une merde, 5 gobelins dans la forêt, une princesse à délivrer, pété en 25 minutes. Mais je veux Lionel. Ah ouais, je veux être là. Ah Lionel. Tu me fais pas de blague. Ah non, je t'invite. Si tu réagis, moi je veux être là. Ah ouais. Moi je veux Lionel Jospin en maître du jeu. Oh la vache. Incroyable. Lionel Jospin est dans les maîtres du jeu célèbres. C'est un scoop ça. Si. C'est un scoop. Si. Lionel Jospin, grand MJ. Putain. Déjà que c'est un ancien trotskiste comme moi. Voilà. Donc, déjà, sa vie politique, c'est un jeu de rôle. Hein. Ouais. Voilà. Donc, oui, vraiment. Donc, je suis de gauche. Voilà. Donc, oui. C'est drôle. C'est drôle. Il joue bien, le mec de gauche. Oui, il le fait bien. On y croira presque. Mais non, enfin, dans l'histoire de France, l'un des plus célèbres, c'est le célèbre Choderlos de Laclos, au XVIIIe siècle, qui a écrit Les Liaisons dangereuses. Ah. Bah oui, ce qui est quand même un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, Les Liaisons dangereuses. Hein. C'est un capitaine. Plus le nom de l'auteur. Choderlos de Laclos, il était capitaine d'artillerie. Et il a même écrit des traités de géométrie destinés aux artilleurs et aux fortifications. Comment tirer les coups, quoi. Ouais, si on veut, pas mal. J'y avais pas pensé, mais effectivement. C'est resté son truc, quoi. Elle s'imposait. Ouais, c'est vrai. Bon. Facile mais légal. Allez. Voilà. Mais on en a d'autres. Je veux dire, quelqu'un comme Joachim du Bellay, qui est un poète de la Renaissance pendant les guerres de religion, il a été soldat. Hein. Dans l'Antiquité, quelqu'un comme Socrate a été soldat, hoplite dans l'armée d'Athènes. Il a été au combat, il a participé à des batailles. Avec le casque grec, tout, l'armure, la lance, le bouclier, tout ça. Hein. On a plein d'exemples comme ça à travers l'histoire de gens qui sont à la fois des guerriers, mais en même temps capables de faire de la poésie. Biclassés, comme on dit dans le jeu de rôle. Mais exactement. Biclassés. Exactement. Alors que depuis le 19e siècle, c'est rare de trouver on peut trouver des militaires intello et tout ça. Spécialisation. Ouais. Mais trouver des militaires qui en même temps sont des artistes, alors il y en a quelques-uns, mais c'est rarissime. Rarissime. Tolkien. Mais il a été militaire pendant son service militaire pendant la guerre de 14. Et il donnait les ordres. C'est tout. Tu vois, c'est pas un militaire de profession. Oui. Donc, c'était chez les Anglais, il y avait ces théoriciens étaient capables de faire de la théorie sur des choses extrêmement terrestres, que sont la stratégie, la guerre navale, des choses comme ça, en même temps de la poésie. Tu vois, écrire des pièces de théâtre, que sais-je encore, quoi. Bon, c'est ce qui est pas mal. Et puisqu'on parle justement de militaires, toute cette transformation de l'Angleterre du 15 au 16e, qui la jette dans les espaces fluides, elle trouve son incarnation au 18e, en 1713. Ouais. Avec un phénomène historique. Donc tu m'avais dit que pour toi, il était majeur et que là, pour le coup, le schisme est totalement consommé. Absolument. C'est quoi? C'est le. Alors. Qu'est-ce qui se passe en 1713? Alors déjà, il faut dire, pour préciser une chose, en général, quand tu dis aux gens, et ce que je vais dire n'est pas méprisant, parce que moi-même, je l'ai cru longtemps, hein. Mais pour les gens, pour la plupart des gens, quand tu leur dis c'est quoi pour vous l'époque glorieuse de l'Angleterre et tout ça, victorien, ils vont te dire l'ère victorienne, le 19e siècle, l'Angleterre victorienne, Sherlock Holmes, machin, etc. Alors, c'est dark. Alors que c'est déjà le début de la décadence. Ouais. C'est déjà le début de la décadence. La véritable époque de gloire totale, et là où ils sont vraiment à leur sommet de l'Angleterre, c'est le 18e siècle. Tu vois. Et ça commence à se concrétiser en 1713. Qu'est-ce qui se passe en 1713 ? Il y a la signature d'un traité dans la ville hollandaise de Utrecht, donc qui s'appellera le traité d'Utrecht, en 1713, qui met fin à la guerre dite de succession d'Espagne, qui est la dernière grande guerre de Louis XIV, entre parenthèses, qui mourra 6 ans plus tard. Qui est une guerre qui avait opposé l'Angleterre avec quelques alliés européens à une coalition contenant une partie de l'Espagne, parce qu'en fait une guerre de succession d'Espagne, tu peux dire qu'il y avait deux successeurs possibles. Donc il y avait une partie de l'Espagne qui voulait un successeur qui était avec les Anglais et un autre avec les Français. Cette guerre prend fin. Bon, cette guerre prend fin. En théorie, Par une victoire anglaise. Par une victoire anglaise. Ça. Alors les Anglais sont malins, ils vont laisser les Français mettre leur candidat sur le trône à Madrid. Ce qui déjà
n'aurait pas été dans le réflexe, on va dire, d'un empire traditionnel terrien type Rome. Non. Ils vont laisser les Français, genre on vous laisse un lot de consolation, on vous laisse votre candidat. Qui est le petit-fils de Louis XIV. C'est depuis cette époque-là, d'ailleurs, que la monarchie, la dynastie régnante en Espagne est la dynastie des Bourbons. C'est depuis ce moment-là. On vous laisse mettre votre candidat plutôt que le nôtre. Et, en revanche, c'est l'Espagne qui va perdre le plus. Parce qu'ils ont toutes les colonies d'Amérique. Parce qu'ils ont toutes les d'Amérique, mais également d'Asie. Ils ont les Philippines. Ils ont Guam. Ils ont tout un tas de trucs. Ils ont les colonies des Amériques. Ils ont des colonies en Afrique du Nord. C'est énorme, l'Empire espagnol. C'est la première fois qu'on dit que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et les Anglais, les colonies espagnoles, surtout des Amériques... Là, il y a razzia à faire. Ça fait déjà 3 siècles qu'ils lorgnent dessus et que les fameux pirates anglais du XVIe, début du XVIIe siècle n'arrêtent pas d'aller parasiter. Je veux dire, les attaques de galions espagnols chargés d'or et d'argent par les pirates anglais. Ils le veulent, le truc. Qui est un grand sujet de la littérature de KPDP, du film de pirates et tout ça. C'est le parasitage systématique par la piraterie anglaise, plus ou moins officielle, des flux d'or et d'argent espagnols. Bon. Et ils lorgnent dessus depuis pas mal de temps. Alors on pourrait se dire, ils ont gagné la guerre de succession d'Espagne contre l'Espagne. A priori, réflexe normal, c'est tu me files toutes tes colonies. Normal. Tu plantes un drapeau, c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi maintenant. Et tu te casses, et c'est à moi. Et de toute façon, ça fait 3 siècles que je lorgne dessus, donc c'est bon. C'est ce qu'on a toujours fait avant, c'est comme ça qu'aurait fait Rome, c'est comme ça qu'aurait fait tout le monde. Exactement, là non. Et sauf qu'ils leur laissent leurs colonies, c'est ça? On vous laisse vos colonies. Vous les gardez, elles sont à vous, elles sont espagnoles, il y a le drapeau espagnol qui flotte dessus. La législation anglaise s'impose même pas dessus? Non. Il y a le drapeau espagnol qui flotte sur vos colonies, il y a des garnisons espagnoles qui restent dans les colonies, etc. On vous laisse les colonies. Donc on vous laisse la gloire fictive et bidon de dire que c'est toujours à vous, ces territoires, mais on vous laisse aussi les emmerdes. C'est-à-dire qu'il faut gérer les révoltes d'Indiens, faut gérer les révoltes de colons qui veulent pas payer les impôts, faut gérer tout un tas de merde aussi, parce qu'une colonie, c'est pas uniquement du profit, c'est aussi des emmerdes. La diversité, le vivre ensemble. Ouais, exactement. Non, mais tout à fait, Déjà... No vivre ensemble, no vivre ensemble. Voilà, bon. Just money. Voilà, exactement. Par contre, tout ce qui rentre et ce qui sort des colonies, c'est pour nous. Enfin, c'est pour nous. C'est nous qui le contrôlons. Taxes, droits, etc., etc. Donc, ils pensent de façon réticulaire. Ils pensent la puissance comme un réseau, déjà à l'époque. Ils laissent l'espace solide aux Espagnols, qui ne vaut plus rien. Et ils ont le contrôle de l'espace fluide. Voilà. Sans lequel ces espaces solides sont perdus. Voilà. Et ne communiquent plus. Et ça, c'est une conception complètement moderne de la puissance. Et c'est les premiers à le faire? C'est les premiers à le faire. Même les Italiens ne conçoivent pas? Non, ils n'avaient pas encore pensé comme ça à l'époque. Là où les Espagnols ont encore une conception romaine des colonies. Une conception archaïque. On plante un drapeau, c'est chez nous, on met des barres à tapas, et puis voilà. Une conception terrienne et une conception, j'allais dire, agraire de la puissance. Je suis plus puissant parce que je possède le plus grand nombre de kilomètres carrés. Mais c'était pas faux pour Rome. C'était pas faux pour Rome, et entre-temps, le monde avait changé. Tu vois? Mais c'est un réflexe de paysan. C'est un réflexe de paysan. Moi, je suis plus riche que toi parce que mon champ est plus grand que le tien. Ah ouais? Il est plus grand que le mien, ton champ? D'accord. Parce que moi, je suis numéro 2 de la coopérative, connard. Mais ouais, c'est moi qui choisis le montant de ton crédit. Voilà. C'est moi qui choisis le montant de ton crédit pour acheter ton tracteur. Voilà. C'est moi qui contrôle la société de camions qui va transporter et venir chercher ton lait pour le vendre à la coopérative. Et en plus, je fais 15% sur l'essence et je t'emmerde. Voilà. Pour ton tracteur, tu vois? C'est moi qui tiens les réseaux. Dans lequel ton espace solide, vu qu'il dépend intégralement de l'espace fluide, ne fonctionne plus. Voilà. Ça, c'est moderne. Et tu penses que nous allons dans une société qui se fluidifie? Complètement. Aujourd'hui, tu prends le capitalisme. Mais le capitalisme d'aujourd'hui, mais ça fait déjà longtemps que c'est déjà comme ça. Celui du mec qui sort d'HEC, quoi. Ouais, mais le capitalisme d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme du 19e siècle. Le capitalisme du 19e siècle, c'est un capitalisme d'industriel. Maintenant, et c'est déjà le cas depuis l'extrême fin du 19e siècle, l'industrie a moins d'importance. L'industrie, donc les lieux,
solide, a moins d'importance que les flux bancaires. C'est le capitalisme bancaire qui est plus important. Et aujourd'hui, le capitalisme, c'est d'abord et avant tout des flux d'argent qui souvent, c'est des électrons qui passent à travers des réseaux, si bien qu'en l'espace de façon quasi instantanée, un ordre de vente ou d'achat, je sais pas, passe de Paris à New York en une demi-seconde. Il y a abolition des distances. De plus en plus, ces flux d'argent où on a du crédit sur, sur une dette, on achète de la dette, etc., jusqu'à quelquefois même à plusieurs niveaux. Tout ça, certains disent c'est du capitalisme de casino. Ils n'ont pas tort. Chiffre simple, hein. Pourcentage de l'industrie dans le produit intérieur brut français, 9%. 9% d'industrie. Aujourd'hui, sous Macron, 9% d'industrie. Mais encore au début des années 50, l'immense majorité du PIB français et de la population travailleuse française était paysanne. Ouais. C'était l'agriculture qui était la principale ressource. Ouais. C'est passé à l'industrie. Et c'est passé à la finance. C'est-à-dire qu'on passe de trucs de plus en plus solides, de moins en moins solides, à des trucs de plus en plus l'industrie est déjà moins solide et la finance n'est plus... Mais on commence à maintenant, là, la désindustrialisation de la France, on commence à voir que c'est peut-être une connerie aussi. Oui, sans blague. Oui. Bon. Tu vois, tout est comme ça. Tout va dans le sens de la fluidité. Mais ça se retrouve, moi je l'ai repéré, alors c'est anecdotique, on va me dire, pour moi ce sont des marqueurs importants d'un point de vue anthropologique pour penser une époque, un monde, une civilisation et tout ça. Oh, tu vas me parler des woke. Entre autres, mais pas que. Pas que. Tu prends le marché international du vin. Pendant des siècles, le marché international du vin, il était régi par des principes, des normes, qui avait été édicté par la France, qui était la notion de terroir. Le terroir était le déterminant principal pour un vin. Un Bourgogne, un Bordeaux, un Beaujolais, etc., etc. Et à l'intérieur des Bourgognes ou des Bordeaux, tout ça, tu avais ensuite des terroirs bien particuliers. C'est toujours le cas, non? Oui, mais de moins en moins. Et le marché international maintenant du vin, il est de plus en plus régi, 1, par les anglo-saxons, et 2, non plus selon le principe du terroir, mais selon le principe du cépage. Et ça, c'est fluide. Ouais. Ça, c'est une fluidification. Parce que ça se transporte. Ça se transporte un cépage. Autre chose que j'ai repéré en matière de fluidification du monde, on parle d'être gender fluid maintenant. Ouais. Ça y est, il me l'a fait. Bah oui, mais c'est évident. Il n'y a plus de distinction nette entre le masculin et le féminin. On veut abolir les nations, les frontières, il faut que tout soit fluide, que les gens se baladent comme ils veulent, n'importe comment. Nous sommes dans une période extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. Et dans 30 ans, on est à peu près certain, au minimum, qu'il y en aura 1 milliard. Sans compter tous ceux qui vont bouger pour des raisons... Jacques Attali, il y a probablement aujourd'hui 3% de la population du monde qui est en mouvement. Mais ce que je dis, moi, peut-être ça peut paraître angélique, c'est que je pense que ce sont ces 3% qui, d'une certaine façon, détiennent une bonne partie de l'avenir de l'humanité. Les gens qui bougent. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon ? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs, et ceux qui ont envie de travailler. Et c'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Et donc, tous les grands pays aujourd'hui, sauf le Japon et la Corée qui sont des cas particuliers, intéressants, qui vraiment refusent les étrangers. Tous les autres envoient des gens partout à travers le monde pour faire venir les talents. Et quand on dit, en France, où certains disent, il y a trop d'étrangers, les Français ne se sentent plus chez eux, on donne un signal épouvantable. Ça veut plus rien dire, les nations c'est des hôtels dans lesquels on passe, comme a dit quelqu'un, etc., etc. Tout va dans le sens d'une destruction de ce qui est clair et net. L'humain, alors non seulement de son genre, est de plus en plus indéterminé, mais même avec le transhumanisme, tout ça, au bout d'un moment, on aura tellement de trucs greffés, est-ce qu'on sera encore des êtres humains, quoi. La question mérite d'être posée, en tout cas, tu vois. Je te dis, les nations, tout ça, les économies, il y a une fluidification de tout. De tout.
Tiens, je reviens au Moyen-Âge, mais ça aussi, Michel Pastoureau l'a bien étudié. Le bleu, la couleur bleue, pendant des siècles, c'était une couleur mineure. Aujourd'hui, tu fais... les sondages sont formels, ils ont déjà été faits dans plein de pays. Tu interroges les gens dans la rue, micro-trottoir ou n'importe quoi. C'est quoi votre couleur favorite? À 70 ou 80%, le bleu. Ah ouais? Ça n'aurait pas été le cas au Moyen-Âge. Tu vois? Or, le bleu est devenu important à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au même moment que commence à apparaître la naissance de la modernité. Les manteaux de la Vierge, depuis le XVe siècle, sont bleus. Le fameux bleu roi. Le fameux bleu des manteaux de la Vierge, qui est un bleu clair. Alors qu'avant, la Vierge avait une robe et un voile noir. Noir. D'accord. Tu vois le bleu. Or, le bleu, c'est très rare dans la nature. C'est à la fois très rare et omniprésent. Parce que le bleu, c'est le ciel, la mer. C'est-à-dire les espaces fluides. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors, c'est très rare le bleu dans la nature, dans les objets de la nature. À ma connaissance, il n'y a pas de mammifères qui ont un pelage bleu. Tu vois? Il y a quelques poissons, quelques oiseaux. Quelques JW. Des quoi des JW, c'est les cheveux, ils sont bleus. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est artificiel. Non, mais je te parle naturellement. C'est des fleurs, des poissons, des oiseaux. Et encore, c'est rare. Mais dans 2 cas sur les 3, c'est des animaux, des êtres des espaces fluides, où il y a du bleu, tu vois. C'est rarissime, tu vois. Et ça devient important et fondamental à partir du XVe siècle. Pourquoi Pastoureau donne pas une explication définitive et claire et nette. Mais moi, je la repère. Je veux dire, pour moi, ça peut pas être un hasard. Il faut chercher pourquoi. Trouver vraiment l'explication. Mais elle apparaît au même moment. Alors c'est peut-être le hasard complet, c'est peut-être parce que c'est à cette époque qu'on a trouvé un produit chimique qui permettait la teinture en bleu. C'est peut-être une raison toute bête comme ça, mais ça me semble pas suffisant comme explication. Bon, regarde chez les jeunes, et ça c'est depuis longtemps, sur la façon de parler. Alors des jeunes, mais également des moins jeunes. Il y a de moins en moins de gens qui parlent avec ce qu'on appelle une voix de poitrine, c'est-à-dire une voix qui s'appuie sur une colonne d'air qui passe à travers la trachée artère et qui s'appuie sur le diaphragme. Bon. Une voix de poitrine. De plus en plus de gens parlent avec une voix de tête, maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont peur, quelque part. Pour eux, c'est quelque chose de vulgaire. Ouais, c'est Caliban. Ouais. C'est Caliban, tu vois, de parler avec... d'avoir une corporéité, d'avoir un corps. Et donc, y compris la voix qui a du corps, qui s'appuie sur du corps, parce que le corps, ça pue. Le corps, ça produit de la sueur, de la merde, de la pisse, c'est dégueulasse, du sang, ah, quelle horreur. Et puis, c'est vulgaire, profondément. Tout ce qui s'incarne par la chair, et la chair, je l'emploie y compris au sens religieux du mot, quand l'Église catholique parlait de la chair, qui allait bien au-delà de la sexualité, de plus en plus, il y a de plus en plus de générations qui refusent ça, tu vois, et qui affectent des vêtements, des expressions, des façons de parler, mais y compris des élocutions sonores qui sont fluidifiées. De plus en plus, ça va très loin d'un point de vue anthropologique, tout ça, ça va très très loin. Bon. Et je pourrais même parler de l'exemple... alors on va croire que je suis dingue et que je fais des délires interprétatifs, mais de l'exemple... la correspondance. De la lettre R, en particulier en Occident. Lettre R. La lettre R. La lettre R, quand tu la prononces, soit la méditerranéenne, c'est-à-dire un R roulé, soit à la française, c'est-à-dire un R dit, en linguistique, grasseillé, comme ce que je viens de dire. Grasseillé, bon. A souvent été considéré comme extrêmement vulgaire. Et il y a plein de gens qui étaient un peu snobs à plusieurs époques, qui ont cherché à éviter de prononcer des R. Parce que pour eux, c'était quelque chose, c'était le comble de la vulgarité. Tu avais, par exemple, sous le Directoire, à la fin de la Révolution française, tu avais déjà les premiers woke snobinards de l'époque, qui étaient les incroyables et les merveilleuses, qui refusaient de prononcer des R. Donc, ils s'appelaient les incroyables et les merveilleuses.
Bon. Du coup, ils avaient l'accent antillais, c'est con. Oui, c'est ça. Bon, mais ouais. Mais c'est en Angleterre qu'au XVIIIe siècle aussi a commencé à apparaître cette prononciation anglaise des R sous forme de W. D'accord. Avant, les Anglais, quand ils écoutaient parler un anglais au Moyen-Âge ou même à l'époque de Shakespeare, ils parlaient comme on écouterait aujourd'hui parler un Irlandais ou un Écossais. Ouais. It is very good to... ils roulaient les R comme ça, tu vois. Et c'est au moment de l'apogée anglaise et du début de ce qu'on appellera le snobisme à l'anglaise, etc., au XVIIIe siècle, qu'on a commencé à transformer tous les R en W. D'accord. Tu vois, we are, au lieu de we are. Ouais. Tu vois, comme le dirait aujourd'hui un Écossais ou un Irlandais encore, tu vois. C'est-à-dire pour les Anglais de l'époque, les ploucs, quoi. Les ploucs, ouais. Bon. Tu vois, ça peut aller loin, même, cette espèce d'obsession de la fluidification de tout. Ça peut aller très loin, jusqu'à des trucs qui semblent ridicules ou mineurs. C'est-à-dire, c'est le refus du corps. C'est le refus de la matière, c'est le refus du fait qu'un être humain, c'est fait de chair et d'os et de choses effectivement, vulgaires et pas belles et pas propres. Enfin, ça dépend sous quel angle on les voit. Mais cette espèce de rêve de tout, non seulement fluidifier, mais tout transformer en air, en quelque sorte. Même pas en eau, mais en air. Sans jeu de mots, pour le coup. En air à hier, tu vois, de rendre aérien les choses, tout. Ça devient fou, cette tendance anthropologique, ça devient dingue. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question. Avec cette révolution qu'apportent les Anglais, en déportant là où est la puissance du solide au fluide, c'est quoi la puissance ? Éternel problème. C'est quoi la puissance traditionnellement et aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est toujours la même ? La puissance, pour moi, c'est un vrai débat philosophique. Qu'est-ce que la puissance ? La puissance, déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? La puissance, c'est pas la même chose que le pouvoir. C'est pas la même chose. Le pouvoir, c'est beaucoup plus concret. Le pouvoir, ça correspond plus aux moyens de la puissance. Et les moyens de la puissance ne sont pas non plus la puissance. Ok. Les moyens de la puissance, ça va être l'économie, ça va être... L'armée. L'armée, par exemple l'armée, oui, mais la puissance, ça peut des fois consister à aller casser la gueule de son voisin, mais pas toujours. Ça peut aussi être avoir les moyens de ne pas se faire casser la gueule. Exactement. Ça peut aussi être de trouver un accommodement avec ton voisin pour éviter une baston. Ça peut être aussi de faire en sorte que ton voisin de lui-même se dise finalement c'est lui qui a raison et je vais me ranger à son avis et je vais voter pour lui. Alors que toi t'as rien fait, mais parce qu'il est venu naturellement à toi et à tes idées. Tu vois, sans que t'aies rien à faire. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. La violence, c'est pas la puissance. Non. Ça peut être un outil de la puissance à certains moments, bien sûr, mais la violence n'est pas nécessairement la puissance. Quelquefois, ça peut même être une manifestation d'impuissance, pour le coup. Dans certains cas, tu vois. La puissance, et c'est là qu'on rentre dans la philo, la puissance, comme on dit en philosophie, notamment chez le philosophe allemand Heidegger, qui alors lui, pour le coup, est réellement habitable. L'un des objets majeurs de la philosophie de Heidegger, c'est la question de l'être, avec un E majuscule. Bon. C'est la puissance, en fait. La puissance, c'est l'être. Aussi bien l'être d'un individu que d'une nation ou d'un groupe humain quel qu'il soit, qui peut être une entreprise ou une armée. C'est le fait d'être. Je suis. Je suis, ça ne veut pas dire forcément je suis et pas vous. Ça ne veut pas dire forcément je vous écrase. Ça peut amener à... Si tu ne peux pas faire autrement, ça peut amener à je vous écrase et je vous tue, je vous annihile. Donc je supprime votre être à vous. Mais c'est peut être tout simplement, je suis là, j'existe, j'ai mon individualité, ma personnalité, ma spécificité, et j'exige que cette spécificité de ça soit reconnue. Pas forcément admirée, etc., mais reconnue, j'existe.
Ce qui nous amène au problème en philosophie politique, qui est celui de la souveraineté, par exemple. Bien sûr. Bon. C'est être un être souverain, doué de raison, autonome et souverain. Qui est, comme disait De Gaulle, on existe parce que l'on veut exister. Mais exactement. Politiquement. Je suis. Point. C'est pas je suis ceci ou cela. La puissance, la souveraineté, c'est la volonté d'existence. C'est ça, je suis. Et je suis pas forcément ceci ou cela. Ça, à la limite, ça vient de façon secondaire. Je suis, point. Tu vois, c'est ça d'abord et avant tout, la puissance. Et tu transcris ça ensuite au niveau d'un individu, d'une nation ou de n'importe quoi. Je suis. Tu vois ? Après, on part sur Nietzsche, on part sur plein d'autres choses. En passant par tout un tas de philosophes. Mais la puissance, je veux dire, c'est pas un hasard si le mot sert aussi dans la sexualité. On parle de puissance sexuelle, tu vois, qui est beaucoup plus que des questions de mécanique. Tu vois, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est bon, de puissance et de volonté d'un individu, de puissance mentale, intellectuelle, etc. Pas uniquement de puissance musculaire et mécanique. C'est ça d'abord et avant tout la puissance. Et c'est pas à confondre avec le pouvoir, c'est pas à confondre avec les moyens de la puissance. Voilà, cette idée de puissance, ça me semble fondamentale. Or, ceux qui ont le mieux manifesté cette idée de puissance depuis 3 siècles, 4 siècles environ, sur la planète, c'est l'Occident, malgré tout. Et alors, avec les scories que ça a laissé aussi, hein, bien sûr, j'en suis parfaitement conscient, l'esclavage, la colonisation, tout ce qu'on veut. Oui, tout ça, c'est pas la peine de me les renvoyer dans la gueule, je suis parfaitement au courant, merci, tu vois. Mais c'est l'Occident, et en particulier le monde anglo-saxon, il faut le dire. Ça me fait comme on dit vulgairement, ça me fait mal au cul de le reconnaître. C'est une bonne guerre. Mais c'est vrai. Ceux qui ont le mieux pensé la puissance depuis 3-4 siècles, c'est le monde anglo-saxon. Et peut-être que nous pensons trop le pouvoir et pas assez la puissance. Et alors en France... Parce que, regarde notre gouvernement actuel, est-ce que c'est pas... Parce que le pouvoir, la puissance, on peut avoir le pouvoir, mais être impuissant. C'est tout ce qui nous dirige aujourd'hui. C'est exactement ça. Tu n'es même pas capable d'avoir la capacité de gérer une embrouille de quartier, mais c'est censé être la 5e puissance du monde. C'est pour ça que je fais cette demande ce matin à Patrick Pouyanné. Cette semaine, je demanderai, pour dire qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre d'industriels qui s'engagent dans la lutte contre l'inflation, pour demander aux distributeurs d'avoir plus de produits, et je réunirai distributeurs et industriels pour leur demander de prolonger leurs opérations. Eh bien, je lui demande de relever ce défi. Et j'ai d'ailleurs demandé aux énergéticiens, il faut que nous demandions aux entreprises de faire le maximum. Alors, autre chose pour désigner ce qu'est la puissance, c'est aussi le fait de dire les normes, de dire le monde. Eh oui. C'est une forme de puissance. C'est une forme de puissance. Mais... imposer les termes. Le fait, par exemple, que ton système de normes, de normalisation, soit accepté par plein d'autres gens, dans le monde, y compris au-delà de ton pays, c'est une forme de puissance. Ce qu'on appelle du soft power maintenant, parce qu'on a besoin de créer des nouveaux mots pour des trucs qui existent déjà. On avait déjà les mots depuis d'autres mots depuis 107 ans. Mais le fait que la France ait imposé le système métrique sur une bonne partie de la planète, c'est une manifestation de puissance en plus. Le fait qu'on ait parlé le français dans des cours anglaises qui nous détestaient est une forme de puissance. Voilà. Non, mais tu prends en matière de normes, tu prends le système métrique. En plus, 9 fois sur 10, c'est même pas nous les Français qui avons eu à les obliger à adopter le système métrique. Ça marchait. C'est eux qui l'ont choisi. Ouais. Comme on a choisi les chiffres arabes, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même pratique votre truc. Bah oui. Tu vois. C'est toi qui dis le monde. Mais alors, je viens de prendre l'exemple des normes et des systèmes, des unités de mesure et tout ça, mais on pourrait parler également des arts et du récit et de le fait de raconter, que ce soit par le biais de la littérature, du théâtre ou aujourd'hui du cinéma. C'est toi qui fais les normes du monde. Et Hollywood crée même les dieux du monde. Eh oui. Je me suis aperçu que maintenant, un truc tout bête, mais quand tu veux demander aux mômes de dessiner un clown, ils vont dessiner un clown, mais un clown à l'américaine. McDonald's. Et c'est pas un clown à la française, dans la tradition du cirque français, qui a pas la même gueule. Tu vois, on utilise des normes. Au tribunal, maintenant, les mômes qui sont au tribunal, ils appellent le juge « votre honneur ». Ouais. Mais
Ça se dit pas en France, dans les tribunaux français. C'est comme les mecs qui sont au tribunal, j'en ai vu. Il y a objection. Oui. Ta gueule. Non, il n'y a pas objection déjà, ça n'existe pas. Ouais. Chez nous, il parle, tu parles. C'est ça. Peut-être dans 2 jours, hein, mais il va finir sans que tu le coupes. Il n'y a pas objection en fait. C'est ça. Ouais. Et il n'y a pas de votre honneur pour un juge, c'est monsieur le juge. Ou madame. Ou madame le juge, ouais. Madame la juge, ouais. C'est vrai que maintenant, il faut faire gaffe. Tu te fais pas condamner, hein. Ouais. Tu vas prendre cher, hein. Passe pas au tribunal. Ça craint, ouais. Toi, t'es mal parti. Hein. Ouais, de toute façon. Le problème de la France, c'est que depuis des siècles, on ne pense pas la puissance. Alors on a le pouvoir, on sait penser le pouvoir, on sait penser les moyens de la puissance, mais on ne sait pas penser la puissance en France. On ne sait pas. La seule véritable tentative de penser vraiment la puissance, et encore, c'était avec De Gaulle quand il a créé la stratégie de dissuasion nucléaire, mais on va me rétorquer, on aura raison que c'est un moyen de la puissance. Il a été en direction d'une pensée de la puissance de la France, mais il n'y est pas parvenu jusqu'au bout, pleinement. Bien sûr. Quand c'est un petit peu plus positif que ça, c'est la gloire, c'est la France c'est le Dieu Soleil, la France qui rayonne. Tu vois, c'est quelque chose de statique, de figé et de non dynamique. Alors que la puissance, c'est dynamique. C'est à la fois de l'être, qui est quelque chose qui est quelque chose en apparence de statique, mais qui en fait l'être est aussi qu'un processus dynamique. Mais c'est la gloire, je rayonne. Voilà, je rayonne. Bon, bah ouais, et ensuite. Et la gloire, ça n'est pas la puissance. Et ça, en France, il faudrait que nos, entre guillemets, élites, et je vais dire pourquoi je mets des guillemets, il faudrait qu'elles se le mettent un peu dans la caboche. On avait abordé le sujet des élites avec Éric Anceau dans une émission qui était une des premières de la dernière saison, que tu as vue d'ailleurs. Ouais, j'ai vu, qui est passionnante, qui est absolument passionnante. Merci à lui, on vous la conseille, elle avait bien marché. Elle avait très bien marché, oui, mais ça tu me l'avais dit, et ça m'étonne pas, parce qu'elle était vraiment intéressante. De toute façon, c'est un très bon historien, Éric Anceau. C'est un très bon, c'est un contemporanéiste, et c'est un spécialiste d'histoire politique. Et effectivement, pour parler de la France et de la question des élites, entre guillemets, en France depuis 2 siècles, 2 siècles et demi, il se pose un peu là, on va dire. Il est très bon. Moi, ce que je voulais dire sur cette question... T'avais des désaccord avec J'avais aucun désaccord avec lui. Ah ouais, okay. Aucun. En tout cas, alors peut-être que si je revisionne la vidéo une deuxième fois, je vais trouver un micro-point sur lequel j'aurai un désaccord, mais c'est pas important, tu vois. Globalement, je suis en accord avec lui, tu vois, son truc est très bon et tout ça. Mais, moi, la réflexion que je propose sur cette question-là n'a rien à voir. Elle complète d'ailleurs celle d'Éric Anceau, parce qu'elle se situe sur un tout autre plan. Ce que disait en gros Éric Anceau, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, c'est que bon, déjà, il y a... Et ça, vous serez d'accord, je pense là-dessus, une usurpation du terme d'élite, parce que ce sont des élites sans noblesse, sans panache, sans courage et sans foi. Mais surtout, ce que soulignait Éric Anceau, c'était que l'autre problème n'est pas tant que nous ayons des élites, parce que même l'URSS avait des élites, mais c'est que nous avons une élite. Pour lui, le problème n'est pas les élites, ne sont pas les élites, mais l'uniformisation, c'est-à-dire nous n'avons plus qu'une élite. Alors, si je devais trouver un désaccord avec Anceau, ce serait celui-là. Ça serait celui-là. Alors, et ça serait même pas un vrai désaccord. Ça serait un désaccord très partiel, parce qu'à la fois il a pas tort. Donc une pondération quelque part. Ouais, il a pas tort, mais je pense qu'il va pas assez loin. Il est beaucoup trop gentil. Il est beaucoup trop gentil. C'est-à-dire que moi, je refuse même dorénavant et je fais chier tout le monde. Même mes potes, y compris quand on discute, je sais pas, n'importe quoi, au bistrot, tout ça, je les fais chier là-dessus, ça devient pénible. Tu vois, tu sais, le mec qui te reprend, t'es à table en train de discuter, qui te reprend. Au bout d'un moment, je vais en manger une, je pense que ça va pas tarder. D'un pote qu'on aura marre, je l'aurais bien cherché. C'est que dorénavant, j'interdis à tout le monde d'employer le terme élite. Je l'interdis, je milite partout, dès que j'ai l'occasion de prendre la parole en public, dans un truc quelconque ou tout ça, je dis non. Il faut arrêter d'employer le terme élite. Par contre, on le remplace. Oligarchie. Ok. Ce sont des oligarchies qui dirigent, des oligarchies fermées, bien évidemment, c'est propre d'une oligarchie, et qui dirigent, mais qui n'ont absolument pas le droit de bénéficier de l'honneur d'être appelés des élites. Parce qu'ils sont nuls. Aurore Berger ne mérite pas. Non. Marlène Schiappa non plus, non.
Tu vois, le maire non plus, tu vois, qui voulait mettre à genoux l'économie russe. Hein. Attal, pareil. Attal, non. Véran. Même s'il a beaucoup de fric, hein, ce que moi je n'ai pas d'ailleurs. C'est pas un bourgeois, ça s'appelle pas une élite. Ça. Voilà, mais c'est pas une élite. Je veux dire, les élites, à travers l'histoire, elles méritaient le terme d'élite, parce qu'elles avaient vraiment des domaines dans lesquels elles brillaient. Réellement. Celui qui est reconnu par ses pairs au départ. Voilà, mais les élites, je veux dire, même les salauds, tu prends les princes italiens de la Renaissance, ça pouvait être des salopards qui faisaient assassiner, enfin toutes les pièces de théâtre sont là pour le montrer, hein, qui s'assassinent à l'intérieur de la même famille, qui se butent, qui sont, etc., qui exploitent leurs paysans, qui sont des salopards, hein, selon les critères moraux d'aujourd'hui, qui sont des salopards. N'empêche qu'ils finançaient des peintres géniaux, des architectes grandioses. Tu vois, des poètes, ils méritaient le terme d'élite. C'était une élite, véritablement. Tu vois, c'est pas les cœurs à 600 000 balles en plastique de la mairie de Paris. Voilà. C'était, je parlais tout à l'heure de ces grands guerriers, de ces grands capitaines militaires à la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle, pardon, qui étaient en même temps, qui étaient capables d'être à la fois des théoriciens militaires et des poètes ou des écrivains. Tiens, même Bonaparte a écrit une pièce de théâtre quand il était jeune. Une pièce de théâtre qui, paraît-il, d'après ceux qui l'ont lu, est pas mal d'ailleurs. Oui, mais regarde Macron, il est boxeur, il est aviateur, il est épidémiologiste, il est footballeur, on a toutes les photos, il est sous-marinier, il est boulanger, il est tout. Ouais, c'est une méta-élite. C'est une méta-élite. Ouais, c'est un génie. En fait, il faudrait utiliser pour Macron les termes de glorification qu'on avait utilisés autrefois pour Ceausescu, tu sais. Locomotive mécanicien de la locomotive de l'histoire. Wow, tu vois, hein, le geyser de lumière. Voilà, il faudrait utiliser des termes comme ça pour Emmanuel Macron, ça serait la pas mal. Montagne de flamboyance. Voilà. Mais tu vois, c'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des oligarchies, ce ne sont pas des élites. Et c'est pour ça que je m'insurge, si je pouvais trouver un moyen de m'exprimer auprès de tous les gens qui ont été gilets jaunes et qui sont encore restés dans leur tête aujourd'hui, qui étaient là à manifester contre ce qu'ils appelaient les élites. Je leur dis, mais arrêtez de les appeler comme ça, c'est peut-être un point de détail et je vous emmerde pour un point de détail. C'est une question de vocabulaire et tout, donc on peut me dire... Oula, t'es vraiment pas prêt pour le tribunal, toi. Va te faire foutre parce que c'est pas si important que ça. Ils auront pas tort de me répondre ça. Oui, mais le problème, c'est qu'utiliser ce terme d'élite permet de ressortir un contre-argument historique totalement légitime et totalement valable sur la nécessité des élites. Mais bien sûr. Donc du coup, ils sont baisés. Vous êtes anti-élite, donc on peut vous rattacher à une critique populiste classique. Complètement. Qu'on a débunké depuis 4 siècles parce qu'il y a toujours eu des élites. Mais et bien si sûr. vous prenez le pouvoir, vous en faites une. Bien sûr. Et justement, c'est l'oligarchie qui est illégitime, pas l'élite. Voilà, exactement. Une élite, on a toujours besoin d'une élite. Toujours. Sinon, c'est le nivellement par le bas, c'est n'importe quoi. Et je pense que des élites légitimes, et de véritables, d'authentiques élites, tirent tout un peuple vers le haut. Tu vois ? Non, arrêtez de les appeler des élites. Vous leur faites trop d'honneur. C'est des merdes. Ils sont cons, ils sont bêtes. Ils sont à moitié psychopathes avec leur obsession du pognon. Je suis pas en train de dire il faut pas avoir de pognon et tout ça. Si, c'est bien d'avoir du pognon, tant mieux pour toi si t'en as, hein, si t'es riche et tout ça. Mais se payer 15 yachts, je veux dire, que t'aies envie d'avoir un yacht. Donc déjà, c'est déjà pas mal, hein, parce que tu seras déjà plus riche qu'une bonne partie de l'humanité. Mais en avoir 15, avoir 30 Maserati, 25 Rolls-Royce, 15 yachts. Ce n'est pas des placements produits. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est un psychopathe. T'es un fou furieux. T'es un malade mental. Tu vois ? Julien Drey, 400 Rolex. Oui. Oh, super. C'est bien. C'est bien. Est-ce que t'es heureux vraiment avec ta femme, tes enfants ? Des mauvaises nuits, Julien Drey. Ouais. Mais fin de carrière difficile aussi. Ouais, je vais pas pleurer, hein. Mais tu vois, c'est pas des élites. Ils ont aucune culture. Alors je suis désolé, mais la culture c'est important. C'est extrêmement important, y compris une culture classique. Quand j'entends ce bouffon grotesque et répugnant de Sarko plaisanter sur Ruy Blas. C'était Ruy Blas ou non ? La princesse de Clèves.
Oui. Moi, de toute façon, j'étais obligé de dire La Princesse de Clèves quand j'étais au lycée. Je m'en souviens plus, de toute façon, on s'en fout. Ouais. Non, mais il est incroyable. Connard, blaireau. Qui avait voulu citer, qui avait dit « Je viens de terminer la lecture de 1789 de Victor Hugo ». Ouais. Mais on a quand même un président de la République qui a voulu citer, je sais pas si tu te souviens de ça, ouais. Il avait quand même balancé, il avait dit la phrase, comme disait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc quand tu veux citer Audiard et que tu tombes sur Las Palais, ouais. Il y avait aussi Benjamin Griveaux qui avait voulu citer Marc Bloch et qui a cité Maurice Barrès. Ah bien. Ou Charles Maurras, je sais plus un des deux. Ah, bien. Bon, à côté quoi. Bien. Mais... Ou l'autre, là, dont j'ai oublié le nom, qui avait lu. Luc Zadig et Voltaire. Luc Ferry, votre écrivain préféré, Zadig et Voltaire, incroyable, fabuleux. Là, on est au top. Là. On est au top. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Là, au-dessus, t'as le soleil, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien Marlène Schiappa, parce qu'elle essaye d'être humble, elle reste sur du Spider-Man. Oui. Elle essaye pas d'aller sur un truc hors de sa catégorie. C'est vrai. Elle essaie de rester sur Spider-Man et sur Marvel. C'est vrai. Au moins, elle tape pas à côté. C'est une humilité qui l'honore. C'est une humilité qui l'honore. Elle a une certaine lucidité vis-à-vis de ça. Ouais, on va dire ça, ouais. Mais, non, mais toute cette culture, c'est pas du snobisme, la culture. Non, bien Parce sûr. qu'il ne s'agit pas de l'étaler et tout ça. C'est quelque chose qui est extrêmement utile, y compris pour penser le monde, pour voir le monde, pour tout ça. Et puis il n'y a pas quelque chose qui est lié à une forme de... C'est pas une validation de l'ordre bourgeois. Mais non. C'est-à-dire, c'est pas de dire ceux qui ont le privilège d'être allés à l'école doivent être ceux qui nous dirigent. Ouais. Parce que tu peux très bien avoir des gens qui vont pas forcément être élus de la bourgeoisie ou de l'aristocratie et avoir une connaissance générale et une culture de la France, de son histoire et d'où elle va. Exactement. On pourrait citer Clémenceau. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas que ça, en fait. Exactement. Le petit caporal, c'était pas une lumière au départ. Non, mais il a fait des études. Il était bon, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il était bon. Notamment en maths et dans des trucs comme ça. Mais même, je te dis, en littérature. Bruno Le Maire, un hectare, il sait pas combien ça fait. Ouais. Super. Et il a fait des études. Ouais. Mais là, on prend des exemples français parce que c'est normal. C'est les exemples qu'on a le plus immédiatement sous le nez. Mais on pourrait en dire autant dans plein de pays, aux États-Unis, partout. Et c'est même pas forcément simplement les gens des courants politiques que nous on n'aime pas. C'est partout. Ouais. C'est partout. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. N'importe quoi, tu vois. Les riches, les pauvres, et tout ça. Bon, alors pareil, c'est l'uniformisation de tout, ce qui nous ramène à la question de la fluidification. Est-ce que cette division du monde à venir qu'Attali théorise bien avec la séparation qu'il fait entre les nouveaux sédentaires, les nouveaux nomades, entre cette classe moyenne qui va disparaître, est-ce que ce n'est pas justement là aussi la distinction entre les pauvres qui seront la majorité, qui seront sur les espaces solides, et les riches, qui sont ceux qui sont sur les espaces fluides? Oui, mais tu sais, il y a un peu moins de 10 ans, il y avait un film de SF qui est sorti, que je suis allé voir. J'ai été déçu parce que finalement le film n'était pas terrible. C'est dommage parce que le sujet était magnifique. Je crois que, si je me souviens bien, le titre de ce film, c'était Elysium. Oui. Bon, c'est une société du futur. La Terre est ravagée. Alors, entre guerre nucléaire, hyperpollution et compagnie, et puis surtout, la Terre est peuplée d'une masse immense de pauvres, totalement clochardisés. C'est une immense favela. C'est un immense bidonville, la Terre. Et par contre, l'oligarchie qui dirige, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, littéralement. Elle vit dans une méga station spatiale qui est en orbite autour de la Terre, station spatiale de luxe, où elle vit dans des conditions luxueuses, enfin de luxe à l'américaine d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est pas le même luxe, un luxe à la française ou bon, et qui dirige tout et qui est hors sol, littéralement, tu vois. Et moi je me suis aperçu d'une chose. Sans aller jusqu'aux stations spatiales, depuis quelques années, il y a un boom du marché des super yachts de luxe. C'est-à-dire pas le petit yacht de 25 mètres, beau voilier que tu vois dans le port de Saint-Trope ou de trucs de genre, mais des yachts qui font 200 mètres, qui sont achetés par des multimilliardaires, avec piste d'atterrissage pour hélico à l'arrière, 3 piscines à bord, enfin tout un tas de trucs, des méga yachts monstrueux.
Et c'est quelque part, je peux pas m'empêcher de penser, c'est déjà des oligarchies qui pensent en termes de se retirer du monde, en quelque sorte, physiquement. Tu vois que c'est pas un hasard si des gens parlaient de sécession des élites à une époque. Moi, je préférerais parler de sécession des oligarchies, mais bon, ça c'est un détail. C'est Christopher Lasch emploie ce thème de sécession des élites. Mais il a raison parce que en fait, il faut se rappeler à quoi ça fait référence, cette expression. Ça fait référence à un moment précis de la vie politique de la République romaine, au début de la République romaine, dans les premières décennies de la République romaine, où il y a eu... alors la République romaine, dans les premières décennies, c'était de la politique virile, hein, à l'intérieur de la ville de Rome. Hein. C'était viril entre les différentes factions qui s'affrontaient. C'était poilu, hein, c'était baston et meurtre et compagnie. Bon. Mais tu as eu notamment une grande lutte, et c'est là d'ailleurs qu'a été forgée l'expression de lutte des classes. C'est à Rome, hein, c'est du latin. Entre la plèbe et l'aristocratie romaine. Et c'était une lutte qui était à la fois physique des fois, mais également politique, notamment au Sénat, où tu avais un tribun de la plèbe, c'est-à-dire il y avait un représentant de la plèbe au Sénat. Bon. Et tu as eu une lutte à un des moments de cette gigantesque lutte politique à Rome, où il y a eu la sécession de la plèbe, où la plèbe s'est retirée, a quitté la ville de Rome pour s'installer sur les collines qui entourent la ville de Rome. Démerdez-vous sans nous. Ouais. Maintenant, on négocie, mais on renégocie, mais vous allez... En attendant, on bosse pas. Et on s'est retiré de la ville de Rome. On a appelé ça la sécession de la plèbe. D'accord. Tu vois. Et là, il y a c'est l'inverse, une sécession des oligarchies. Ben, ce sera peut-être ça la solution. Peut-être. On ne sait pas. Ouais, mais pour aller où? Voilà, c'est ça le problème. Quand il n'y a plus que des espaces fluides. Exactement. Exactement. Et au-delà de cette question du qualificatif d'élite que tu rejettes, est-ce qu'il y a eu d'autres choses avec lesquelles tu es en désaccord avec Éric Anceau? Non, je ne suis pas en désaccord avec Éric Anceau, parce qu'il est très bon, il est excellent, et j'ai rien à dire aux 2 heures qu'il a passé chez toi. Son interview est passionnante, j'ai appris plein de trucs d'ailleurs moi-même. En plus, l'homme est sympathique, rien qu'à le voir s'exprimer et tout, c'est un mec sympa que t'écouterais des plombes. Hein. Mais... j'ai un point de vue totalement différent. C'est-à-dire que moi, les points sur lesquels je me situe et que je vais exposer dans un instant, c'est des points de plus d'anthropologie historique, plutôt que d'histoire politique proprement dit, ce que lui a traité. C'est plus de l'anthropologie historique sur la longue durée, en plus, sur la très longue durée historique. Donc c'est une toute autre perspective. C'est une toute autre perspective. Donc c'est complémentaire. Et qui complète, oui, absolument. Alors moi, je crois pouvoir repérer quelques traits qu'on peut distinguer dans les façons de penser et de faire et d'être des élites ou des oligarchies, suivant l'époque, françaises. Par rapport aux autres oligarchies? Ouais. Et aux autres élites? Ouais. Première chose, j'ai repéré, alors dans les élites françaises, alors c'est plus valable aujourd'hui parce que les nouvelles oligarchies, elles sont complètement américanisées et en fait elles se foutent complètement de la France. En fait, fondamentalement, la France, elles en ont rien à foutre. C'est pas certains d'entre eux détestent la France, c'est vrai. D'autres détestent pas la France. Et après, j'ai envie de te dire qu'il n'a pas fallu attendre l'hyperclasse contemporaine pour avoir une bourgeoisie en France qui a les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Hein. On est d'accord. Mais ça, justement, je vais y venir. Non, mais je pense que la majorité maintenant de tous ces mecs, fondamentalement, ils s'en branlent de la France. Pour parler très vulgairement, ils s'en branlent complètement. Tu vois, ils n'ont plus aucun attachement, ils sont complètement hors sol, ils s'en foutent. D'ailleurs, ils se foutent à peu près de tout, hein, entre parenthèses. En dehors de leur pognon et des coups éventuels qu'ils peuvent tirer à droite à gauche, je pense qu'ils se foutent de tout. Tu vois, ils s'intéressent à rien, ils ont rien qui les motive vraiment. C'est le mec qui genre d'HEC, pour lui, le peuple, c'est une machine ou de l'ENA, ou tout ça, ils s'en foutent. Tu vois. Bon.
Mais, par exemple, j'ai repéré, j'avais commencé encore une fois, c'était parti d'une réflexion sur les questions militaires. Il y a une bonne vingtaine d'années, dans le centre de recherche en histoire militaire dans lequel je travaillais, au ministère de la Défense, on avait organisé une journée d'études sur la défaite de mai-juin 40, sujet qu'on a déjà abordé la dernière fois, la défaite de mai-juin 40 vue par les historiens étrangers. Qu'est-ce que les historiens américains, anglais, allemands, italiens, etc., comment ils analysent, eux, notre défaite en mai-juin 40 ? Parce qu'on a tout le temps le point de vue des historiens français, qui s'engueulent, qui ne sont pas d'ailleurs encore entre eux, d'ailleurs, mais ça serait intéressant d'avoir le point de vue des autres. On avait fait une journée là-dessus, spécifiquement. C'était absolument passionnant d'avoir tous ces points de vue étrangers. Et l'un des plus intéressants, c'était l'historien américain. Qui était un type très bien, qui était le colonel, bon il est devenu général entre-temps, Robert Doughty, qui était à l'époque le chef du cours Histoire de l'Académie militaire de West Point, c'est-à-dire le Saint-Cyr américain. Un type très bien, très intéressant, très sympa, et qui était un très très grand connaisseur de l'histoire militaire française dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. L'un des meilleurs, à ma connaissance, en plus. Comme quoi, les Américains, quand ils veulent, ça peut être des bons, aussi. C'est pas une nation de charlots, comme souvent les anti-américains bourrins aiment à les présenter. Quand ils réfléchissent, ils peuvent redevenir anglais. Oui. Non, mais même américains, il y a un vrai génie authentiquement américain. Bien sûr. C'est pour ça que je déteste les anti-américanistes bourrins, qui sont bêtes et méchants, et qui disent, les Américains, c'est tous des bourrins, c'est tous des cons. C'est pas vrai, le bourrin, c'est toi. Je veux dire, une nation qui serait composée uniquement de bourrins ne pourrait pas devenir l'hyperpuissance mondiale. C'est pas possible. Donc, ils ont aussi des mecs qui ont du chou, quoi. Faut arrêter le... Bon, bref. On peut être anti-américain, mais intelligemment. Tu vois, passons. Et Doughty avait fait un exposé. Ensuite, on a publié les actes de cette journée d'études, qui sont d'ailleurs disponibles toujours aux éditions Autrement. Il avait titré son intervention « La défaite de la logique et de la raison ». C'est très intéressant. Je trouve que cette formule est une parfaite synthèse de ce qu'a été la défaite française militaire de mai-juin 40. C'est-à-dire qu'en fait, et là encore une fois, contrairement à la légende, je ne vais pas refaire ce que je disais la dernière fois... le plan de l'état-major français était loin d'être débile. Voilà. Le plan des Allemands était casse-cou et complètement... hyper risqué, hyper risqué. Etc., etc. Donc, non, mais en fait, c'est parce que la doctrine et les conceptions stratégiques françaises étaient trop logiques et trop rationnelles. Et ça, c'est un défaut... De la bourgeoisie française ? De toutes les élites françaises depuis plusieurs siècles. C'est pas un hasard si en France on a produit deux des doctrines philosophiques qui sont qui sont très intéressantes et tout ça, mais qui sont très figées. Le cartésianisme et le positivisme. Ouais. Tu vois ? Les Anglais diraient que c'est oui, remarque oui. Oui, ok. C'est-à-dire la différence entre une pensée figée et une pensée qui prend en compte la fluidité et le mouvement. C'est la différence qu'il y a entre la photographie et le cinéma. La photographie, c'est un instant T0. Tu vois ce que je veux dire, de figé. Le cinéma, c'est dynamique, ça bouge, ça montre la vraie vie. Et ça, c'est un défaut qu'on retrouve trop souvent, d'être trop rationnel, trop logique au sens de la logique formelle. Qu'on retrouve chez beaucoup d'élites françaises, y compris à l'époque où c'était réellement d'authentiques élites, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine économique, politique, intellectuel, que sais-je, etc. Bon, alors ça a donné du bon aussi, ça a donné le fait qu'en France on a une culture de l'ingénierie qui est parmi les meilleures du monde. Les ingénieurs français, sortis des grandes écoles d'ingénieurs français, sont vraisemblablement parmi les meilleurs du monde. Oui, les Américains peuvent le dire, ceux qui les embauchent. Oui. Bon, alors, je le dis tout en pensant que par ailleurs, au niveau des individus, des personnalités, ils sont souvent imbuvables, les mecs. Mais les polytechniciens, les centraliens et tout ça, ils sont souvent imbuvables. Mais en tant qu'ingénieurs, ils sont parmi les meilleurs du monde.
Tu vois, c'est par hasard. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sens de la logique, du rationnel et tout ça qui est extraordinaire. Bon. On a en France un grand génie stratégique dans notre histoire militaire, c'est Vauban. Auquel je n'arrête pas d'écrire des articles, à propos duquel j'arrête pas d'écrire des articles dans lesquels je lui tresse des couronnes. Mais comme me l'a dit l'autre jour un copain, il m'a dit attention à pas tresser trop de couronnes à Vauban, parce que Vauban lui-même, c'est génial, c'est passionnant, il a fait une œuvre admirable, qui était d'ailleurs au départ militaire, mais qui au bout d'un moment qui est plus uniquement militaire. Il propose une réforme économique, une réforme de l'impôt et tout et tout. Je veux dire, si Louis XIV avait écouté et appliqué toutes les réformes prônées par Vauban, on s'épargnait la Révolution française, c'est clair. Ah ouais? Ah ouais. Enfin, pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il y avait trop d'intérêts nobiliaires en jeu que Vauban voulait, du coup, aurait affaibli. Mais ça, on va y revenir, parce que c'est le sujet même du sujet qu'on aborde là. C'est que... parce que le copain qui me faisait ce reproche, il me dit, tu vois, Vauban, lui, son œuvre, etc., c'est admirable, le bonhomme a fait un super boulot, c'est formidable, mais à trop encenser Vauban, on oublie que la guerre et la stratégie, c'est pas uniquement tous ces aspects rationnels et logiques que Vauban maîtrisait à la perfection, mais c'est également, il y a tout un aspect dans la guerre qui est un aspect irrationnel, illogique, qui est fait d'élan, de coups de folie, d'audace, et pourtant, tout le monde parle du French flair. Mais oui, le French flair, justement, c'est ça. Oui, mais tu sembles dire que nos élites ils sont immunisés par rationalisme. Oui, mais le French flair, très souvent, c'est pas les élites qui le manifestent. Oui, c'est vrai. Oui. Regarde, on parle du French flair pour l'équipe nationale de rugby. Jusqu'à preuve du contraire, les joueurs de l'équipe nationale de rugby, c'est pas des énarques. Hein. Oui. C'est souvent des paysans du Sud-Ouest, tu vois. Ou d'origine, en tout cas. Donc, il y a cette tendance à l'hyper-rationalisation et à l'hyper-logique de beaucoup d'élites françaises. Enfin, il y avait, parce que je te dis, maintenant, ça n'existe même plus. Même ça n'existe plus. Ou pratiquement plus. Qui aussi a pu présenter des faiblesses. Et l'exemple de la défaite de mai juin 40, c'en est un exemple assez parfait, tu vois. Bon. Et puis, ça c'est la première chose. Deuxième chose, que je serais tenté de considérer comme des boulets, des dangers dans les idéologies de certaines parties des élites et des oligarchies à travers notre histoire, c'est que il y a eu trop souvent dans notre histoire des représentants, des pans entiers, des segments entiers des élites ou des oligarchies qui délibérément agissaient contre la France. Et ça, c'est repérable dès le Moyen-Âge. Les ducs de Bourgogne, le début de l'anti-France. Oui, mais moi, j'irais même plus loin. Le premier de ces lobbies, on va employer un terme américain pour aller vite, même si c'est une expression qui ne correspond pas parfaitement, mais bon, c'est ce qu'on a appelé au XVIe siècle le parti espagnol. Le parti espagnol au XVIe siècle, effectivement, c'est le duc de Guise, c'est tous ces gens qui sont plus ou moins manipulés par les services secrets de Philippe II, le roi d'Espagne, qui accessoirement lutte aussi, et celui qui lutte contre Élisabeth Ier d'Angleterre, hein, soit dit en passant, et qui regroupe autour de lui tous les ultras du parti catholique qui ne veulent aucun compromis avec les protestants. Là où les rois de France sont plutôt des modérés. Même Henri III et tout ça, c'est un modéré. Bon. Et on a ce parti espagnol qui est fanatique, qu'on appelle aussi le parti des fanatiques à l'époque, qu'au XVIIe siècle, on appellera encore autrement les ultramontains, au XVIIIe aussi, parce ils viennent au-delà des monts, c'est-à-dire soit des Alpes, c'est-à-dire le Vatican, soit des Pyrénées, dans ce cas c'est la monarchie espagnole. Et ce sont des gens qui sont fanatiques et qui détestent l'idée même de France, parce qu'il faut faire un petit passage par l'histoire de la naissance de la France même. La France, elle naît au Xe siècle, c'est-à-dire dans les années 900 et quelques,
elle naît dans des circonstances et pour des raisons très particulières. Au IXe siècle, ça fait déjà plusieurs siècles que l'Empire romain d'Occident n'existe plus. Il a explosé. Bon. Alors, il continue à exister un Empire romain d'Orient, ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle l'Empire byzantin, mais c'est en Europe de l'Est, et c'est en Méditerranée orientale, c'est autre chose. L'Empire romain d'Occident n'existe plus. Et depuis plusieurs siècles, on a fait plein de tentatives de recréer un empire romain d'Occident. Elles ont toutes échoué. La dernière en date, c'est la tentative de Charlemagne, qui est presque arrivée, c'est celui qui est allé le plus loin. Mais il s'est viandé aussi. Enfin, c'est pas lui qui s'est viandé, mais après sa mort, la construction s'est délitée presque immédiatement, ça a foiré. Résultat, il y a une partie des oligarchies et des élites de ce qu'on appelle, pas encore la France, mais qu'on appelle encore la Francie occidentale, à la suite de la séparation de l'Empire de Charlemagne, qui se disent la chose suivante. Bon, c'est bon, l'Empire romain d'Occident, on a essayé 5 ou 6 fois de le refaire, ça marche pas, c'est une couillonnade, ça marchera plus, c'est pas la peine. Nous, on laisse tomber. On laisse tomber, on crée notre empire à nous. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on dit le roi de France est empereur en son royaume. Ça veut dire non seulement qu'il est l'égal de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est l'espèce d'ersatz croupion que le monde allemand et italien va réussir à créer pour tenir lieu d'Empire romain d'Occident, mais qui va jamais être complet. Et c'est d'ailleurs pour ça toujours que les représentants du Saint-Empire romain germanique, tant qu'il existera, haïront la France. C'est parce que c'est l'emmerdeur qui empêche la reconstitution d'un Empire romain d'Occident. Et qui a une haine pour tout ce qui est français. Jusque dans certaines parties de la noblesse française. Généralement ultra-catholique et tout ça, et généralement sur des terres anciennement impériales, en Lorraine, en Franche-Comté, en Savoie, dans des régions de ce genre, tu vois, qui ont été impériales autrefois, qui ont une haine de la France. Tu as donc ce parti espagnol et le parti impérial, tu vois, qui finissent au XVIe siècle par fusionner, parce que ne serait-ce que parce qu'il y a Charles Quint qui est les deux à la fois, tu vois. Et cela, fondamentalement, la France, ils veulent la démanteler, ils veulent la détruire. Et quand tu vois la politique de l'Allemagne au sein de l'Union européenne, c'est ça. C'est la succession de ça. C'est ça. Quand tu vois, y compris des gens comme Jean Monnet... Et pas que avec l'Union européenne. Encore une fois, la grande phrase... alors, là, c'est pas l'Allemagne, mais c'est la grande phrase de Léon de Grelle. Ouais. Mais complètement. Je dit, sans Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe plus tôt. Mais voilà. Et voilà. Qui résume toute la pensée de ces identitaires. Et comme par hasard. Toute la pensée de ces gens-là. Et comme par hasard, quel était le drapeau, l'emblème de la Légion Wallonie, c'est-à-dire la Légion des SS wallons que dirigeait Léon de Grelle? C'était le drapeau bourguignon. Ah ouais? Du XVe siècle. Ah ouais? Ouais. Eh ben tu vois, tu complètes mon truc. Tombe dessus. Pile poil. Tu vois, c'était le drapeau, ce qu'on appelait au bâton noueux de Bourgogne. C'est-à-dire, tu vois 2 bâtons entrecroisés en X, en croix de Saint-André, qui sont des bâtons de bois, mais tu sais, avec des nœuds qu'il y a dans le bois, tu vois, qui s'entrecroisent. Et qui va devenir au XVIe siècle le pavillon espagnol. Ouais. Les galions espagnols dans l'Atlantique, dont je parlais tout à l'heure, ils arborent à l'arrière du bâtiment, ils arborent ce pavillon-là. C'est le pavillon bourguignon. Parce que Charles Quint est le descendant de Charles le Téméraire de Bourgogne. Et il reprend à son compte l'héritage bourguignon, comme on dit. Tu vois ? Bon. Mais le parti espagnol, moi, je peux considérer que c'est une sorte de fil rouge qui peut expliquer l'essence d'une partie de la droite française. Alors là, je marche sur les œufs parce que, non pas tant pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons, je dirais, méthodologiques, parce que parler de la droite au XIIIe siècle, c'est un peu con, quoi. Voilà. Ça veut pas dire grand-chose. Mais il n'empêche que moi, je vois un fil rouge depuis la mère de Saint-Louis, qui s'appelle Blanche de Castille, déjà l'Espagne. Ouais. Son fils Saint-Louis, qui est un véritable roi réactionnaire, parce qu'il veut redonner plus de pouvoir aux féodaux.
Là où les grands rois de France sont des rois qui, au contraire, vont centraliser l'État. Niquer la féodalité. Qui vont niquer la féodalité. Par la bourgeoisie. Entre autres, pas uniquement, par leurs propres moyens aussi. Ils vont, les grands rois de France, les Philippe Auguste, Philippe le Bel, Louis XI, François Ier, sont des rois, les féodaux, ils les cassent. Tu vois et ils ont raison. C'est pour ça que moi, je suis pour le centralisme français. À fond la caisse. Et c'est pour ça aussi que je déteste l'expression de quand les gens dénoncent ce qu'ils appellent le centralisme jacobin. Mais c'est pas vrai. Le centralisme, c'est les rois de France qui l'ont inventé. C'est pas les jacobins. En plus, les jacobins, contrairement à ce qu'on pourrait croire pendant la Révolution française, ils n'étaient pas si centralistes que ça. Les girondins, paradoxalement, étaient plus centralisateurs que les jacobins. Ah ouais. Bon, mais le centralisme, c'est une tradition française qui a été créée par les rois de France dès le Moyen Âge. Donc parler de centralisme jacobin, c'est absurde. Comme quoi, il y a certains personnes de droite qui sont cons parce qu'ils ils connaissent mal leur histoire et deuxièmement... Ils se tirent une balle dans le pied. Ils se tirent une balle dans le pied. Tu vois, c'est ce que j'ai dit une fois un peu de l'Action française, mais attends, le centralisme, c'est ceux que tu adores, c'est les rois de France qui l'ont créé. Bon. La France a besoin d'être centralisée. Ne serait-ce que parce que... Et là sinon, aussi, c'est trop le bordel. Ben oui, mais ne serait-ce que pour une raison bien simple. Et là aussi, c'est là où c'est intéressant, l'idée que la France est un empire en réduction, déjà. Le royaume de France est un empire en réduction. Parce que c'est une nation, la France. Ça finit par devenir une nation. C'est une construction qui prend des siècles, hein. Mais ça finit par devenir une nation, alors qu'au départ, c'est une sorte d'empire en réduction. Un empire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des peuples différents à l'intérieur. C'est pas une nation qui est unie. Un empire, il y a tout un tas de peuples qui composent un empire. Et je veux dire, au départ, en France, les peuples qui composent la France, au départ, ils n'ont rien à voir entre eux. Ils n'ont rien à se dire. D'ailleurs, souvent, ils ne parlent pas la même langue. Tu me trouveras les points communs, même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas toujours facile, entre un Lillois et un Marseillais. L'islam. Oui, c'est ça, ouais. Excusez-moi. On la coupera. Non, mais la réponse est bien. La réponse est bien, cela dit. Mais entre un Lillois et un Marseillais, je dirais, au départ, la France, il n'y a quasiment pas de point commun entre tous ces peuples. Tu vois, entre des Normands, des Basques et tout, tu vois, bon. C'est honte. Ouais, tu peux, ouais. Donc quelque part c'est un empire qui a fini par faire nation. Ouais. Bon. Et que ce soit les partisans du parti espagnol, même si aujourd'hui je continue à employer le mot parti espagnol, mais il est plus espagnol stricto sensu, hein, c'est plus une expression qu'on emploie. Encore que quand tu vois que les royalistes légitimistes veulent foutre un roi de France qui est en espagnol, qu'ils appelleraient Louis XX, qui a une gueule d'espagnol, qui a rien de français et tout ça, c'est un scandale pour moi. Hein. Non, le parti impérial, c'est effectivement regarde même les constructeurs de l'Europe. Tous les chrétiens démocrates, le MRP en France dans les années 50, sous la 4ème République et tout ça qui milite à fond pour l'Europe, les Jean Monnet et tout ça, sont des gens directement qui veulent appliquer la politique du parti impérial. Clairement. Toute une partie de l'ultra-droite qui ne pense qu'en termes d'Espagne, parce que j'ai cité Blanche de Castille et son fils Saint-Louis, mais ensuite tu pourrais citer effectivement le parti espagnol au XVIe siècle avec les ducs de Guise, qui sont comme par hasard des ducs de Lorraine. C'est une région qui était impériale encore pas longtemps avant. Tu prends le mariage du roi Louis XIV avec l'infante d'Espagne, qui a été un bouleversement politique dans les élites et dans les oligarchies françaises, au point qu'il y a un bouquin qui est paru d'un historien français, j'ai oublié son nom, mais le bouquin s'appelle La France espagnole, aux éditions du Seuil, là aussi tu trouveras la couve facilement. La France espagnole, il explique qu'en fait, avec le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, il y a eu, derrière l'infante d'Espagne en quelque sorte, des milliers de types qui se sont engouffrés pour noyauter tout l'appareil d'État français, et en particulier l'Église, et l'administration et tout ça, tu vois. Donc il y a eu vraiment une mainmise insidieuse et une infiltration de la France par un parti espagnol. Tu prends le fait que Napoléon III s'est marié avec son impératrice était une de Montijo qui était beaucoup plus réactionnaire que lui, alors que lui était plutôt un progressiste, entre parenthèses. Tu prends le fait que l'assassin de Jean Jaurès s'est réfugié en Espagne.
Tu prends le fait que Pétain était ambassadeur à Madrid avant d'être appelé à gouverner l'État français. Tu prends le fait que les dirigeants de l'OAS qui ont réussi à échapper à la justice se sont réfugiés chez Franco. Ça commence à faire beaucoup. Il y a un gros problème avec les Espingouins. Ouais. Tu vois, ça commence à faire beaucoup. Il y a quand même quelque chose. Et c'est lié à une conception du catholicisme en Espagne qui est une conception complètement différente du catholicisme français. D'accord. Complètement différente. C'est quasiment pas la même religion, pour moi. C'est quasiment pas la même religion. Les Français, traditionnellement, ont une conception gallicane, forcément, du catholicisme, mais qui est un catholicisme extrêmement viril. Mais viril, j'ai bien dit viril, j'ai pas dit masculiniste. Bayard, sans peur et sans reproche. C'est pas simplement ça, ce qui est masculine et viril en ce sens qu'elle est adulte. Elle est adulte et posée, et calme. Tu prends les statues des cathédrales romanes, françaises, ou même du gothique français, c'est un catholicisme calme, plein de sérénité, de majesté aussi, tu vois, de puissance quelque part, de puissance adulte, calme et mâle. Ce sont ni des bonnes femmes ni des gosses. Tu vois ? Ouais. C'est mâle, mais c'est posé, il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas d'hystérie, mais bon, bref. Et là où tu prends le catholicisme espagnol, il y a beaucoup d'auteurs qui ont dit que c'est un catholicisme profondément oriental. Ouais. Profondément oriental, avec tout le côté fanatique que peuvent avoir les orientaux. Tu prends le fait que les services secrets espagnols au XVIe siècle ont pratiqué abondamment ce qu'on appelle aujourd'hui dans les armées la frappe chirurgicale de décapitation, c'est-à-dire l'assassinat ciblé sur un chef d'État. Ouais. Ben, ils nous ont buté 2 rois de France, Ouais. Henri III, Henri IV, c'est les services secrets espagnols directement. Ils ont buté un gouverneur de Hollande, au moment de la guerre des Hollandais contre l'indépendance hollandaise, le fameux Guillaume le Taciturne. Ils ont cherché plusieurs fois à buter Élisabeth Ier d'Angleterre. Ça, c'est une tradition orientale. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tradition des Yachichines. Beaucoup d'auteurs ont dit que la conception espagnole de la foi mystique, complètement hystérique et tout ça, c'est une tradition orientale, c'est pas occidental. Tu vois ? Bon, tu surajoutes à ça le fait que dans le catholicisme espagnol, il y a une emphase que moi je juge malsaine à l'égard de la douleur pour la douleur, la souffrance pour la souffrance en elle-même est belle. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Moi je trouve ça hyper malsain. C'est hyper malsain, c'est un truc, tu vois, oui, il y a la souffrance du Christ sur la croix et tout ça, c'est vrai, ou des martyrs du christianisme, les saints et tout ça. Mais c'est pas leur douleur qui est belle, c'est le fait qu'ils se soient sacrifiés, qu'ils aient accepté une douleur énorme en faveur de quelque chose qu'ils estimaient plus grand. C'est ça qui est beau. C'est pas la douleur qu'ils ont subie en elle-même qui est belle, elle est atroce. Tu vois ? Et t'as l'impression, je veux dire, cette emphase au profit de la douleur et tout ça, c'est hyper malsain. Moi, j'ai horreur de ça, tu vois. Bon. Et ça, dans le catholicisme espagnol, ils sont fous avec ça. Ils sont dingues. Ce baroque, ces corps tordus, etc., ou ces tableaux de je sais plus quel saint qu'on représente systématiquement en train de souffrir, mais il a une souffrance ambiguë parce qu'on a l'impression à moitié qu'il prend son pied quand il se fait transpercer par plein de flèches. Là, j'ai oublié lequel c'est de tous les saints. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce truc ? Bon, le catholicisme français n'est pas comme ça à l'origine, mais le catholicisme français a été infecté par ce virus-là depuis, je pense, le XVIIe siècle. Et il y en a encore de beaux restes. On s'est bien éloigné du sujet. Ouais, mais en même temps, c'est important pour comprendre les élites en France. Ouais, mais c'était bien de conclure là-dessus. C'est important, c'est l'histoire, à la fois l'histoire de la surestimation, de la surdétermination, de la logique et de la raison, mais également l'idée d'être souvent, pas toujours, sous l'emprise impériale ou espagnole. Et quand je dis l'emprise impériale, effectivement, on pense d'abord au Saint-Empire romain germanique, mais ça peut être un autre empire, des fois. Aujourd'hui, c'est l'Empire américain. Tout à fait. Tu vois ? Donc voilà. Eh ben, on va se quitter sur ça.
Merci à toi d'être venu nous voir pour la 2e fois. Merci de m'avoir invité. Il y en aura bientôt une 3e, parce qu'à chaque fois on va à un point A, un point B, un point C, un point D. Il reste beaucoup de lettres à faire jusqu'à arriver au point Z. On y arrivera peut-être dans le courant de cette année. Ça fera plaisir de te recevoir, camarade. Ben, ça me fera plaisir de revenir. Merci à tous d'avoir été là. Vous trouverez bien évidemment en description de cette vidéo le timecode qui vous permettra de suivre les différentes parties qu'on a abordées. Merci aux spectateurs, merci à l'invité, merci à la régie. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios et à très vite. Bon, je vous ai bien fait rire à la fin avec mes...